Je n'avais plus aucune joie, plus aucune envie, plus aucun plaisir. Tout ce que j'aimais faire, je ressentais aucune émotion positive. Avec plus de 2 millions de personnes qui la suivent sur YouTube, Insta et TikTok, Léa, connue d'abord sous le nom de Je ne suis pas jolie et aujourd'hui comme Léa Coff, s'est fait connaître entre autres par ses vidéos lifestyle et ses partages de vie sans filtre. Aujourd'hui, elle parle d'organisation, de productivité et de charge mentale et a fondé TechCare, une marque qui aide à mieux s'organiser et à réussir sans s'oublier. Bienvenue dans le Deep Dive, Léa. Merci. Ravi de t'accueillir. Mais merci à vous d'avoir pensé à moi, à toute l'équipe. Avec plaisir. Je suis ravie d'être là. Du coup, on peut peut-être parler de je crois que c'était assez récent que tu as changé de nom du coup sur les réseaux. Ouais. Donc Léa Coff. Donc tu me disais en off que du coup Coff c'était ton surnom auprès de tes potes. Ouais, c'est ça. Bah, en fait, je crois que c'est la première interview que je fais sous ce nouveau nom. Ouais. Ça a été une grande réflexion parce que moi j'ai commencé il y a quand même des années, à l'époque où c'était pas un métier, voilà, il n'y avait pas du tout cet engouement autour de la création de contenu, même de l'influence. Je crois que ce mot n'existait même pas. Ouais. J'ai commencé en tant que Je ne suis pas jolie, c'était un pseudo que j'avais pris un peu... tu vois, pour blaguer, parce que je trouvais que c'était une blague avec l'ambivalence du monde de la beauté, où les meufs à l'époque étaient beaucoup représentées sur YouTube, hein, c'était très binaire, hein, les meufs à la beauté, les mecs au gaming, quoi. Et puis, 15 ans plus tard, je crois que j'ai eu besoin un peu de prendre en maturité sur la façon dont je me présentais aussi à ma communauté et publiquement, entre guillemets. Et donc, naturellement, je me suis dit... on va repartir sur les bases, quoi. Léa Coff, c'est mon prénom et un diminutif de mon nom. Et voilà. T'as galéré à changer de nom, à trouver un nouveau nom? T'as beaucoup réfléchi ou c'était assez naturel? Non, écoute, ça a été assez naturel. Ce qui a été plus compliqué, c'est quand t'es bien établi, de faire changer sur les réseaux. Parce que moi, j'étais Insta vérifiée de l'époque. Tu pouvais pas payer et tout. C'était vraiment un gros process. Donc là, j'ai dit à mon agence, comment on fait en fait quand on veut changer de nom? Donc c'était plus, tu vois, le process de se dire, ok, il va falloir changer partout. Faut que les marques comprennent, faut que la communauté comprenne. Voilà. Le référencement, il faut que ça suive aussi, j'imagine. C'est ça. Parce que même quand je tapais Léa Coff, tu vois, sur Google, quand je cherchais ton Insta rapidement, tu vois, au lieu d'aller sur Insta ou sur TikTok, tu trouves pas forcément au début, ça va mettre un peu plus de temps. C'est ça. Faut accepter de prendre le risque. Ouais. Mais écoute, j'ai confiance. Je pense que ça va venir petit à petit. Ok, trop cool. Tu peux parler un petit peu de toi rapidement. Donc justement, tu as commencé YouTube, tu avais 14 ans, si je ne me trompe pas. Ouais. Ouais, j'ai commencé fin 2010. Comment ça s'est fait? Raconte tes envies du coup de te lancer. À l'époque, moi j'ai toujours été hyper à l'aise avec l'objet de la caméra parce que ma maman en fait me filmait en long, en large, en travers. Ça fait un peu petite fille enfant roi narcissique. Pas du tout. En fait, c'était vraiment elle qui adorait faire les films de famille. C'est trop sympa. Et en fait, c'était la première vlogueuse de ma famille pour moi, tu vois, parce qu'elle a 600 cassettes de nous. Mais en fait, à un point où je capte même plus la caméra quand elle filme. En fait, elle se pose et juste elle capte le souvenir. Et je pense que c'est comme ça aussi que je me suis dit, ok, il n'y a pas qu'un seul moyen de communiquer sur Internet, parce qu'on voyait beaucoup de blogging à l'époque, moi, quand je me suis lancée. Mais en réalité, moi, j'étais plus à l'aise à l'oral qu'à l'écrit. Et donc, quand j'ai vu d'autres consoeurs à l'époque faire des vidéos sur YouTube, je me suis dit, tiens, pourquoi pas moi? Et j'ai commencé en parlant de sujets qui ne m'intéressaient pas vraiment. Malheureusement, à l'époque, comme je te disais, c'était très binaire, hein, les filles à la beauté, les mecs au gaming. Et quand les filles tentaient de faire autre chose, on se souvient de Natou, Andy Raconte, etc., à l'humour, c'était tellement intense en termes de critique, que je pense que pendant quelques années, on s'est un peu restreint au niveau de nos champs de contenu et de voilà. Donc je suis restée dans la beauté pendant quelques années avec ma webcam chez mes parents, et puis petit à petit ça s'est professionnalisé. Et voilà, depuis, on aura l'occasion d'en reparler, mais j'ai eu d'autres casquettes d'entrepreneuriat, etc. Et ça fait donc 15 ans que ma communauté évolue aussi avec les sujets que j'ai envie d'aborder. C'est passé par la maternité, c'est passé par plein de thématiques. Et aujourd'hui, comme tu le disais, je partage aussi ma vie d'entrepreneuse et tous les sujets que ça implique derrière. Et du coup, ça fait combien de temps que, à peu près, tu parles de sujets plus de productivité, d'organisation? Comment ça s'est fait? En fait, en sortie Covid, j'avais envie d'aborder un peu de sujets autour de la santé mentale. Donc, j'ai lancé un podcast avec une très bonne amie à moi qui est psychologue. Et l'idée, c'était, sur ce format qui, à l'époque, était encore un peu nouveau. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est beaucoup plus démocratisé, mais je me suis dit, c'est un bon moyen de ne pas faire du snack content où on veut le hook, le truc qui t'accroche vite, etc. Le podcast, c'est un moyen aussi de prendre le temps. Et je pense que ces sujets-là méritent du temps. Et en fait, les gens étaient tellement dans des périodes difficiles en sortie Covid, de solitude, enfin, tu vois, chez les jeunes et tout, on l'a vu. Le confinement et tout, c'était dur. Voilà, c'était hyper dur. Donc, je me suis dit, utilisons cette plateforme aussi pour parler de ces sujets. Et donc, j'ai commencé avec elle, le podcast qui est toujours existant et qui s'appelle Salut, ça va. Sauf que les premières saisons, c'était très axé, psycho, santé mentale. Et puis ensuite,
Donc ça, le podcast, il date de 2020 à peu près ? Ouais, même 5 ans, ouais, 2020. Okay. Ouais. Et tu vois, on a commencé santé mentale. Après, Mathilde a pris son envol et a créé du contenu vraiment psy et tout de son côté. Du coup, moi, je me sentais plus d'être focus santé mentale parce que j'estime que il faut être quand même professionnel de santé aussi pour aborder ces sujets. Donc, j'ai parlé de ce que je connaissais et à savoir, c'est quoi aussi le quotidien d'entrepreneuse. Je suis allée voir des femmes entrepreneuses, j'ai interviewé des femmes entrepreneuses et en fait, je me suis rendu compte que ces sujets étaient très étroitement liés parce que quand tu entreprends, ta santé mentale, elle est souvent mise à rude épreuve. T'as la solitude, t'as l'incertitude. T'as beaucoup de risques aussi pris et donc finalement ça s'est rejoint et c'est comme ça que j'ai commencé à en parler, tu vois, et qu'est né aussi Take Care avec l'envie de créer des espaces où les femmes pouvaient aussi se réunir à travers ces sujets-là. Ok, et d'ailleurs, donc ta première boîte c'était Cracotte. C'était Cracotte et Pyjama, le nom, et après ça s'est transformé en Cracotte Shop. C'est ça. Et quelle année du coup ça Cracotte et Pyjama, c'est né en même temps que mon fils, donc 2018. C'était mon premier projet entrepreneurial en fait, au moment où je me suis dit ok, les réseaux c'est super, j'adore ce que je fais, mais j'ai envie de voir comment je peux faire autrement. Moi j'avais déjà sorti mon livre toute seule en auto-édition, à l'époque où c'était la grande mode des youtubeurs qui sortaient leur livre. Et tu l'as sorti tôt, c'était Je ne suis pas jolie, c'est vous les plus belles. Ouais, 2016. Donc tu vois, j'avais 20 ans, c'est cool d'avoir sorti un bouquin à 20 ans. Ouais, et puis en famille, parce que mon père est graphiste, c'est lui qui a fait tout le graphisme. On a auto-édité, c'est mon grand-père dans un premier temps qui avait avancé les financements, et tu vois, on en a vendu à l'époque un peu moins de 20 000. Et en auto-édition, quand tu connais personne, t'es pas une grosse boîte d'édition, tu dois aller toi-même démarcher les Fnac, les Culturales, les machins, tu te dis... Ok, c'est un sacré challenge, mais ça m'a beaucoup appris sur cette époque entrepreneuriale et le fait de tout faire soi-même. Et donc, j'ai eu envie de continuer. Cracotte... Juste le bouquin, pour en parler rapidement, ça parlait de quoi ? C'est quoi un peu les sujets C'était un peu... on revient sur ces 6 premières années de création de contenu. Et je suis un peu la grande sœur parce que ma communauté était assez jeune à l'époque. Et donc, c'était... le bouquin de grande sœur, quoi. Le bouquin que j'aurais aimé avoir à l'époque, ça a fait pas mal polémique. Il y avait un livre qui s'appelait Dico Défi où en fait, quand tu le relis maintenant, il y avait des trucs qui étaient absolument atroces qu'on disait aux gamines, quoi. En gros, soyez pas trop vulgaires, ne mettez pas de décolleté, enfin des trucs qui étaient quand même très très limites. Et donc je me suis dit ok, est-ce qu'on peut pas en faire une version qui est un peu plus décomplexée où on parle de sujets comme qui nous touchent toutes, quoi, dans l'adolescence. Le premier rendez-vous chez le gynéco, enfin tu vois, des trucs comme ça où si t'as pas forcément une cellule familiale qui est suffisamment ouverte, et d'autres femmes autour de toi pour en parler, ça peut être compliqué. Donc je me suis dit ce bouquin-là, je veux qu'il puisse servir. Et du coup c'est comme ça que c'est né. Ça a été une rencontre avec le public aussi différente, tu vois, que derrière l'écran. Et puis ça m'a donné envie du coup de continuer, et Cracotte et Pyjama est né avec l'envie tu vois d'aller vraiment dans le côté entrepreneurial, produit, et c'est très différent que de faire du service. Le produit, ça je m'en suis bien rendu compte. Cracotte a fermé il y a quelques années, mais pourtant l'année dernière, c'est ça, du coup. Et du coup Cracotte, donc c'était une marketplace de produits bien-être, cocooning. Ouais, c'est ça, mais et vous aviez vos propres produits, il y avait des savons, etc. En fait on avait une marque à nous, donc on faisait fabriquer tu vois, en Allemagne, en Suède, etc. Donc on essayait vraiment d'être très très attentif sur la manière de produire les produits. En fait, l'idée c'était de relier le beau et le bon. Et le responsable. Se dire que si on voulait faire changer les choses, il fallait que ça passe par le plaisir et l'esthétique et le plaisir d'utilisation. Et en fait, c'était une superbe aventure, sauf qu'il y a eu une grosse vague de crise aussi chez nos partenaires, à savoir les marques beauté qu'on venait dénicher en Europe et qu'on revendait, parce que la partie soins, par contre, on créait pas nos produits, on était une marketplace. Mais on avait le stock, et en fait, il y a beaucoup de marques qui ont coulé. Et donc, nous, on n'a pas pu suivre aussi en termes de sourçage produit. En fait, on était très limités. Et puis le format économique s'est un peu essoufflé, et je sentais que j'avais plus cette envie de représenter d'autres marques qui n'étaient pas les miennes. Enfin, c'était beaucoup d'investissements en termes d'énergie, financier, etc. Et puis j'ai fait aussi des erreurs de débutante en entrepreneuriat. Et tous les entrepreneurs. Voilà, mais ça a été très 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 formateur. Et t'as lancé ça du coup à la naissance de ton fils, tu te dis je vais me rajouter un autre challenge, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, histoire de... Un enfant c'est pas assez, surtout que t'étais jeune, t'avais quel âge? J'avais 22 ans quand même. Jeune, ça va, mais ouais, ça reste quand même plus jeune que la moyenne. Tu vois, moi aujourd'hui mon fils il va avoir 8 ans, j'ai à peine 2-3 copines qui commencent à avoir des enfants. Ouais, j'imagine. C'est surtout aujourd'hui à nos âges, mais voilà, moi ça fait 14 ans que je suis avec mon mari, donc en fait on a tout fait un peu en décalé, tu vois, parce que ça fait très longtemps qu'on est ensemble. Et puis je travaillais déjà, moi j'avais pas la même vie que mes copines, mais non, mais après je suis très contente parce qu'aujourd'hui tu vois, je me dis il y a 8 ans là, je vois l'autonomie et tout. Même maman jeune, justement, ce que je veux dire, c'est exceptionnel, c'est très sympa. Moi je suis très contente de cette relation qu'on a. Mais voilà, donc Cracotte, une aventure qui a été très formatrice, et puis aussi l'envie de me concentrer sur Take Care, parce qu'à un moment donné il faut le dire,
si tu commences à t'éparpiller comme ça, en fait, à un moment donné, je suis arrivée à un stade où soit il fallait que j'embauche plus, et donc tu fais de la gestion, beaucoup de management, etc. Et c'est pas mon point fort, c'est pas ma zone de génie. J'ai su le reconnaître. Et voilà, je me suis dit, ok, il faut savoir faire des choix. Voilà. Donc, Take Care, on va en parler plus en détail après. Peut-être tu peux juste présenter là en quelques mots, du coup. Take Care, si tu veux, c'est l'envie de créer à la fois un média et en même temps un endroit où on peut se réunir à travers des événements physiques. Donc nous, on fait des retraites de femmes entrepreneuses pour créer une safe place de femmes qui ont envie de réussir, qui ont de l'ambition, mais qui ne veulent pas sacrifier ni leur santé mentale, ni leur santé tout court, ni leur énergie, ni leur vie de famille, ni leur vie personnelle, etc. Et c'est conjuguer l'idée qu'on peut réussir sans s'oublier à travers aussi le fait de créer des systèmes qui travaillent pour nous et de pousser les femmes à utiliser les outils qu'on a aujourd'hui. Tu vois, la tech est encore hyper dominée par les hommes et par beaucoup de produits comme ça qui ne leur appartiennent pas, entre guillemets, ou en tout cas où elles se sentent moins concernées. Et moi, j'ai envie de leur dire, mais en fait, vous pouvez vous servir de ça pour vous créer des systèmes qui vous soutiennent et vous font gagner du temps. Avant d'entrer dans le vif du sujet, le Deep Dive est un podcast bienveillant où l'on va à la rencontre d'invités au parcours inspirant. Chaque semaine, je vous emmène avec moi pour explorer la partie immergée de l'iceberg. Le concept est simple, un invité, 3 niveaux de discussion. À chaque niveau, l'invité choisit 1 ou 2 badges parmi 4 animaux polaires directement sur la tablette. On commence en surface avec la partie émergée de l'iceberg, des questions plus légères pour apprendre à mieux connaître l'invité. Ensuite, on passe en mode Deep Dive, direction la partie immergée de l'iceberg, puis dans les abysses pour des échanges de plus en plus deep. On vous laisse découvrir, c'est parti, l'exploration commence ici. Je te laisse choisir un premier badge, je te laisse cliquer dessus. On a un post Insta et comme ça on va en parler. Choisis ce que tu veux. Allez, celui-là. Si tu peux décrire du coup ce que c'est pour ceux qui n'ont pas le retour. J'ai choisi, c'est quoi comme animal, un loup, un renard des neiges ? C'est un renard. C'est un renard des neiges ? Un renard polaire, ouais. Ok, un renard polaire. Et le post Insta, c'est mon musée des échecs. C'est un post qui a beaucoup plu, sur un format un peu différent, tu vois, où on est très réel, ou qui accroche, etc. Et en fait, là, je me suis dit, on va faire un carrousel photo et je vais écrire, je vais parler aussi des choses qui n'ont pas fonctionné. Et en fait, ça a beaucoup plu. Je suis revenue sur un petit peu les moments de ma vie où je me suis sentie en échec et ce que ça représentait aussi pour moi. Finalement, ces leçons avec le recul. Ça, ce post, il date de quand ? Il date de septembre, fin septembre. Ouais. Et du coup, si tu résumais un petit peu ce post par rapport à tes échecs, qu'est-ce que tu dirais ? Qu'est-ce qu'on a appris ? Écoute, je parle de justement cette première aventure entrepreneuriale avec Cracoté Pyjama où j'avais prévu des stocks complètement démesurés, où en fait, quand on travaille un produit dans sa tête, mais qu'on ne le teste pas sur un marché ou qu'on ne vient pas sonder le destinataire, à savoir ses clients, sa communauté, on peut très vite s'emballer à passer des mois sur un truc et être très déçu des résultats. Donc ça, c'est quelque chose que, par exemple, je ne referai plus du tout. Et c'est ce que je répète à mes clientes maintenant en permanence, c'est partez du destinataire, partez de à qui vous souhaitez vous adresser. Voilà, ça, c'est un truc que j'ai appris. Après, je parle d'un truc beaucoup plus personnel de mon accouchement, parce que j'avais une idéalisation de comment je voulais vivre un peu cet accouchement. J'avais prévu quelque chose de très naturel, pas médicalisé, etc. Et en fait, ça s'est pas passé comme ça parce que on peut pas tout maîtriser. C'est sûr. Et c'est accepter aussi de lâcher prise. Moi, je suis quelqu'un qui est dans le contrôle très dans le contrôle. Je travaille beaucoup dessus. 2 ans de thérapie, donc on s'améliore. Mais une période où, quand c'est son corps et ses choix, etc., et que finalement, on n'a pas toujours le choix, faut savoir aussi s'adapter. Et ça a été aussi vécu comme un échec. Voilà. Et puis, en fait, je reviens sur, tu vois, des petits moments comme ça. Ouais. Et c'est cool de montrer ça change un peu de... Ouais. La vulnérabilité, tu vois, de pas toujours montrer que c'est lisse et que on a souvent tendance à montrer le résultat et très rarement le process pour y arriver. Ouais, c'est sûr. Et dans les process, il y a vraiment des moments où tu rencontres des obstacles, quoi. Ouais, non, c'est très cool d'en parler. Après, t'as toujours fait du contenu assez authentique. Et d'ailleurs, je voyais que effectivement, tu me parlais de grande sœur. Je voyais qu'on disait que t'étais un peu la grande sœur digitale. Je sais pas comment on t'appelle un peu. Ouais, il y a ce truc-là. En fait, depuis toujours, même dans ma vie perso, j'ai toujours été la maman du groupe. J'ai toujours fait adulte très tôt. C'est-à-dire que je me souviens en 4e au collège, le nouveau proviseur qui me serre la main en disant bonjour, pourquoi vous n'êtes pas en salle des profs ? Non, c'est vrai. Ouais, je te promets. Et je lui dis non, mais je suis en 4e. Et comment t'expliques que tu as eu cette maturité aussi jeune ? Déjà, j'étais très grande.
Tu vois, je faisais 1m75 en 6e. Enfin, j'étais vraiment immense. Et en plus de ça, moi, j'avais mon grand-père qui était mon mentor, qui me disait, en fait, tes particularités, tes différences, mais les encore plus en avant pour qu'on puisse pas taquer dessus par la suite. Donc, en fait, je portais des talons. J'étais immensissime. Je m'habillais, je te jure, quand je vois les photos, on dirait que je suis plus vieille que maintenant. C'est-à-dire que je suis une daronne. J'ai des foulards autour du cou. Je suis en mode, vraiment, je sais pas, je me donnais cette apparence, en fait. C'est Benjamin Button. Ouais, vraiment, c'est ça. Et en fait, même dans mes relations, j'ai toujours eu des copines et tout de mon âge, mais c'est vrai que tu vois, j'ai jamais bu d'alcool, j'ai jamais été très soirée, la tête à l'envers et tout. Pas du tout. Du coup, je suis très vite devenue la daronne dans la vraie vie. Tout le monde savait que j'allais avoir un enfant tôt et tout, tu vois. Je me suis posée avec mon mari aujourd'hui en seconde. Vous êtes connus comment d'ailleurs Au lycée, groupe de potes, amis communs. Et en fait, depuis la seconde, on s'est jamais quittés. Donc c'est vrai que voilà, j'ai suivi ce truc-là. Et puis du coup, sur les réseaux, j'ai pris ce rôle, mais sans vraiment me dire que c'était un rôle. C'est juste naturellement, j'ai toujours eu cette place. Alors pas du tout en donneuse de leçons ou quoi que ce soit, mais plus dans le côté transmission et la réflexion autour de tous ces sujets. Tu vois, avec l'envie de prendre soin d'eux. En fait, c'est comme ça que j'aime dans la vie en général. Et comme ça, c'est mon langage de l'amour à moi. Et je crois que ça se ressent aussi à travers mes contenus au fil des années, quoi. T'avais des frères et sœurs ou pas J'ai t'as une des frères petite sœur, qui a 9 ans de moins que moi. Donc c'est vraiment ma petite sœur. Tu vois, elle a 20 ans. Et du coup, t'avais le rôle un peu pas de maman, mais tu vois ce que je veux dire, quand t'as 10 ans d'écart avec ta petite sœur. Ah oui, mais j'ai revu des vidéos que ma mère prenait. Et vraiment, mais je la malmène, mais dans le sens, je suis très exigeante avec elle, quoi. C'est vraiment... et on en rigolait parce qu'on se disait, mais en fait, c'est un peu... Enfin, on reproduit un peu... tu vois, ma mère a vécu la même chose avec sa sœur et tout. Et voilà, donc oui, on a beaucoup d'écart. Ça fait vraiment grande sœur, petite sœur, là, pour le coup. Et c'est chouette d'ailleurs que tes parents, c'est tes parents du coup qui t'ont donné envie ce goût-là ils sont plutôt artistes, j'imagine, vu que ta mère elle filme beaucoup et ton père il est graphiste. Ils sont entrepreneurs déjà tous les deux. Tu vois, depuis mon grand-père, en fait, moi j'ai eu toujours des parents à leur compte. Donc il n'y a jamais eu ce truc d'être à son compte qui était vu comme un danger. Tu vois, mon mari, ses deux parents ils sont fonctionnaires et je vois que dans la construction, même lui il me le dit, c'est pas du tout appréhendé de la même façon. Pour lui c'est vraiment le goût du risque, l'incertitude, alors que moi je vois ça comme alors pas idéalisé, hein, je sais très bien ce que ça représente aujourd'hui, mais c'est quand même synonyme de liberté, de flexibilité, etc. Et puis j'ai eu toujours des parents qui étaient très très soutenants. Tu vois, ma mère elle travaille toujours avec moi dans la boîte. Mais j'ai vu d'ailleurs, elle checkait tes vidéos, tes commentaires, c'est trop mignon, c'est très sympa. Mais d'ailleurs, c'est obligé, d'ailleurs, quand t'as un enfant à 14 ans qui se lance, surtout que tu commençais à avoir un petit salaire, mais déjà tu gagnais ta vie quoi, assez rapidement, 15-16 ans, t'étais en freelance, je crois. Ouais, tu vois, j'ai commencé 15-16 ans, après il a fallu, faire une émancipation pour pouvoir être auto-entrepreneur. Elle a toujours été hyper carrée, administratif et tout, mais genre vraiment, moi mes collègues à l'époque, elles me disaient, ah bon, mais comment ça, on peut pas se faire payer sur PayPal et tout, et moi elle était là, non, le moindre euro qui rentre, c'est facture, c'est hyper carré. C'est cool. Et je la remercie aujourd'hui parce que tous les trucs que j'ai pu avoir, en fait, même les contrôles, les comptables et tout ce que tu veux, c'est carré. Et ça, c'est le premier conseil que je donne à tous les gens qui veulent se lancer, c'est entourez-vous bien, un comptable, un avocat, ça peut vraiment changer la vie sur le long terme. Donc moi, j'avais ma mère qui est toujours là, qui est responsable administrative et financière dans la boîte. Et en fait, le rôle, il est indispensable en fait, parce que tu peux avoir la vision et tout. Moi elle me dit de toute façon je sais que toi t'es une artiste et un peintre ne vend pas ses peintures, ne sait pas vendre ses peintures. C'est un peu caricatural, mais c'est vrai que savoir s'entourer aussi de ce pourquoi toi t'es pas doué, c'est intéressant. Et puis oui, je pense que quand t'as une jeune fille qui se lance sur les réseaux, t'es toujours un peu stressée. Après, elle t'a eu jeune, ta mère Elle m'a eu à 27 ans. Donc tu vois, à l'époque c'était classique. Normal, mais c'est vrai que tu vois, elle me disait, c'était pas la même époque quand même quand je me suis lancée. Aujourd'hui, moi j'aurais mon enfant qui se lance je sais même pas si je le laisserais se lancer sur les réseaux. C'est pas du tout, on n'avait pas du tout les mêmes communautés, etc. Bien sûr. Et du coup, bosser avec sa mère, ça peut être dur ou c'est chouette, c'est quoi ton ressenti par rapport à ça? Écoute, aujourd'hui, moi les deux personnes qui sont en interne, c'est mon amie d'enfance, donc Mathilde qui est mon amie depuis nos 3 ans, donc tu vois, ça fait plus de 25 ans qu'on est amis. Nos parents sont meilleurs potes et tout, enfin vraiment voilà. Et ma mère, donc après j'ai une équipe tout autour, mais en freelance, mais vraiment en interne j'ai vraiment Mathilde et ma maman. Et c'est vrai que c'est une question qu'on me pose souvent, mais en réalité aujourd'hui c'est vraiment un atout parce qu'on a pleinement confiance. Et dans le milieu dans lequel je travaille,
avec parfois des intentions qui sont pas toujours bonnes, avec beaucoup d'intérêt, etc. En fait, c'est indispensable d'avoir une pleine confiance je suis d'accord, aux personnes qui sont aussi proches de moi. J'ai beaucoup travaillé sur cette méfiance, etc. Parce qu'avec les années, c'est sûr, quand tu te fais trahir, quand tu vis des expériences difficiles, t'as plutôt tendance à te renfermer. Mais c'est mon socle, quoi. Tu vois, c'est mon noyau. Et franchement, aujourd'hui, c'est un bonheur de les avoir toutes les deux. Ça veut pas dire que c'est tout le temps facile. Mais je pense que c'est pas difficile parce qu'elles sont mon amie d'enfance, ma mère. Je pense que c'est difficile parce que c'est aussi un milieu qui est particulier. Enfin, il faut accepter, tu vois, par exemple, pour sa mère, de voir qu'il y a des personnes qui, par exemple, peuvent être haineux, peuvent être mal intentionnées à mon égard. En tant que parent, moi, maintenant... Ça doit être dur pour ta mère de lire tous les commentaires. Bon, après, moi, je lui dis pas de lire, tu vois. T'as une communauté assez bienveillante, quand même, non? T'as pas de si, j'ai des gros tarés. Je suis en procès depuis 3 ans, donc voilà, après, juridiquement, je peux pas trop en parler. Mais bien sûr, si, j'ai vraiment des personnes qui sont très, très mal intentionnées, mais j'ai une communauté exceptionnelle. C'est pas des gens de ma communauté, en fait, pour moi. C'est des gens qui sont fans, parce qu'ils connaissent toute ta vie, mais qui sont vraiment centrés sur tout ce qu'ils ont envie de détester de toi, mais qui sont fans de toi, parce qu'ils te regardent et ils savent tout de toi. Donc c'est un peu l'ambivalence. Mais non, mais voilà, donc je lui dis de pas regarder, tu vois. De toute façon, qu'elle bosse ou pas avec toi, elle peut quand même regarder, donc ça change rien, tu vois. Exactement, c'est pas le travail qui change. Et ta petite sœur, elle va vous rejoindre ou pas? Non, écoute, ma petite sœur, elle est en études de droit. Peut-être dans quelques années, elle sera avocate de la boîte. Elle s'occupera de la partie non, mais juridique. Écoute, elle est pas du tout là-dedans, et je pense que ça l'a traumatisée, ça l'a vaccinée de. Tu vois, elle-même, elle est pas très exposée sur les réseaux et tout. Parce que je crois qu'elle a compris aussi les côtés négatifs et qu'elle avait envie de faire son bout de chemin seule. Et je comprends, parce que quand tu grandis avec une grande sœur qui a 9 ans plus que toi, qui a cette visibilité, etc., parfois je sais que ça a été difficile pour elle. Aujourd'hui, c'est très différent. Mais, à quel niveau, surtout, en termes de... tu sais, quand t'as tes parents qui sont en plus, qui bossent avec toi, etc., ça tourne beaucoup autour de toi. Elle s'est sentie un peu à l'écart. Ouais, je pense qu'il y a eu des périodes... moi, je réalisais pas du tout parce que j'étais jeune. Oui, puis en plus, t'avais un truc à faire. J'imagine que t'étais dans... Voilà, mais je pense pas que du tout qu'il y ait eu de différence en termes d'amour, d'attention, etc. Mais c'est juste qu'en tant qu'enfant, quand t'as en plus 9 ans d'écart, si tu veux, là, 20-29, bon, ça va, l'écart, il se creuse de moins en moins, mais quand t'es vraiment beaucoup plus jeune, tu peux le ressentir dans ta construction personnelle, etc. Voilà, après, je sais qu'aujourd'hui, on est dans nos 2 univers et on est trop contente de se raconter des trucs justement qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Et c'est très cool dans 2 univers totalement différents. Je te laisse choisir un deuxième badge. J'adore. Je vais choisir petit post Insta. Les pingouins manchots. Ta différence, ta puissance. Ça, c'est un post de Take Care. On ne répétera jamais assez. Bah ouais, c'est toujours valable. Pourtant, c'est un post de janvier 2022, tu vois. Ouais. Ça date. Ouais, je pense que sur les réseaux, c'est très tentant de se lisser beaucoup. Moi, j'ai vraiment eu des périodes où je me suis rendu compte que je faisais vachement pour les autres. Ouais, plus beaucoup. Que ce qui me faisait plaisir à moi. Et c'est pour ça aussi que c'est intéressant d'être entouré pour avoir des avis extérieurs et parfois contradictoires avec les tiens. Ouais, c'est sûr. Moi, je sonde beaucoup mes équipes sur tout ça, sur ce qu'elles aiment, qu'est-ce qu'elles regardent. Pas tellement pour suivre la tendance, mais aussi pour se dire il faut pas se reposer sur ce que tu sais faire ou ce qui te paraît évident. Parce qu'en fait, ça passe les années, si tu veux, passent vite, mais à la fois, c'est difficile de tenir sur la durée. Moi, ça fait 15 ans que je suis là, et c'est important de se remettre en question sur ce qu'on fait, etc. Et tu arrives à avoir du feedback réel autour de toi. Ouais. Après, il faut choisir à qui tu poses la question, c'est toujours pareil. Mais j'ai des potes qui m'envoient ça j'aime, enfin tu vois, quand je leur demande ça j'ai pas trop accroché, je leur demande quand est-ce que tu décroches dans la vidéo, tu vois, et ça je regarde beaucoup. Tu lis les commentaires, tu regardes beaucoup ce que veulent les gens, ce qu'ils disent, leur retour. Tous mes commentaires. J'ai eu une période l'année dernière où au niveau santé mentale c'était très compliqué. J'ai vécu une période de dépression, etc. J'en ai parlé sur les réseaux et c'est vrai que là par contre tu vois rien me touchait. Donc j'ai dû m'entourer pour avoir des gens qui filtraient pour moi. Mais globalement non, j'essaie vraiment d'être très très à l'écoute. Après c'est impossible de tout lire, tout répondre. Oui c'est sûr, j'imagine. Voilà. Mais sur YouTube notamment qui est un format que j'adore, je prends le temps parce qu'en fait c'est toujours ce que je te disais par rapport au destinataire, c'est que si à un moment donné tu restes enfermé dans ta bulle, ton petit cercle professionnel, les gens que tu côtoies toujours, il n'y a pas ce moment où tu comprends aussi à qui tu t'adresses, la réalité des gens, tu vois. Ouais, c'est sûr. Et moi j'ai envie de pouvoir être toujours à un point de
reconnaissance pour eux, dans le sens ah tiens, ok, elle parle de ça, je me reconnais en elle, dans sa vulnérabilité, dans les moments où ça va moins bien, enfin voilà, j'ai pas envie de montrer une image lisse, parfaite, qui n'est pas du tout vraie, tu vois. Donc parfois c'est difficile de se dire ok, je vais parler de la dépression, je vais parler des trucs qui sont pas glam, des trucs qui... Mais ça fait partie, je pense, de l'attache que j'ai avec ma communauté depuis des années. Ça fait 15 ans, ouais, c'est fou. Ouais. Ouais, et la plupart donc te suivent depuis toutes ces années. Tu sens qu'il y a un renouvellement de communauté. Est-ce que tu... Ça a pas mal fluctué quand je suis devenue maman quand même, parce que je suis devenue maman tôt et je pense que ma communauté à l'époque était pas du tout prête pour ces sujets-là. Donc à ce moment-là, il y a eu un turnover, mais qui était hyper intéressant, et d'autres qui sont du coup revenus par la suite, tu vois, qui m'ont dit bah voilà, j'avais lâché à ce moment-là, maintenant je reviens parce que ces sujets m'intéressent, et d'autres qui sont restées même si elles n'étaient pas mamans, parce que ça les intéressait d'avoir, tu vois, ma vision des choses sur ce sujet. Et c'est ce que je trouve intéressant aussi quand tu fais de la création de contenu, c'est que tu t'intéresses à la façon dont cette personne voit les choses, plutôt que les sujets profondément qu'elle aborde. Et c'est pour ça que, tu vois, on regroupe ça sous le côté catégorie lifestyle. C'est parce que moi, si demain j'ai envie de parler pendant 2 heures, j'en sais rien, de bricolage ou quoi que ce soit, bah, je peux le faire, tu vois, je peux le faire parce que ma communauté sait que ce sera toujours à travers mes yeux, mon filtre, et d'où l'intérêt de pas se conformer aux attentes et de rester pleinement soi, quoi. Et t'as voulu, ça t'est passé par la tête de créer, je sais pas, une autre chaîne ou quelque chose plus axé, par exemple, parentalité, tu vois, pour... je prends l'exemple, on a reçu Nadia Richard et qui a créé un Insta Maman Nad, et du coup qui parlait que de contenu de parentalité. Ouais. Toi, quand t'es devenue maman, j'ai fait un podcast. J'étais une des premières à faire un podcast à l'époque. C'était un podcast qui était produit par TF1 qui s'appelait Le Nid, qui était vraiment axé très parentalité, etc., mais où je faisais intervenir aussi des experts. En fait, à chaque épisode, t'avais un parent et un expert sur un sujet. C'est cool. Et c'était hyper intéressant. Mais la particularité, je trouve, des contenus, c'est pour ça que, tu vois, le format vlog, par exemple, est très précieux pour moi. Je publie un vlog par semaine depuis des années, parce que je peux aborder tous les sujets à travers, tu vois, sur une semaine. T'es pas obligé de te nicher, de te dire, je vais créer un réseau exprès pour parler de ça, etc. Et voilà, donc j'ai toujours suivi ça, mais après, tu sais, j'exclus rien parce qu'on ne sait pas de quoi il fait demain. Ouais, c'est sûr. Ok, on va rentrer en mode deep dive. Il y a une petite flèche, je te laisse cliquer dessus. Hop. Bienvenue en mode deep dive, Léa. Merci. Je vais te laisser choisir un nouveau badge. Donc là, on passe sous l'iceberg et je te laisse choisir le badge que tu veux. Ok, tu me demandes pas de nommer les animaux là. Non, là, c'est bon. je te demandais pas avant, je te demandais juste. Une méduse. Donc là, tu cliques sur le... Salut, j'avais une petite question. Quel conseil donnerais-tu aux jeunes maintenant pour avoir confiance en eux avec toute la technologie et tout ce qui nous entoure maintenant ? Oh, vaste sujet, la confiance en soi. Écoute, avec la tech, Ouais. Surtout avec le fait de ne pas se faire manger par l'intelligence artificielle, croire en ses capacités, tout ça. Déjà, rien que sur la confiance, moi j'ai souvent tendance à dire que la confiance, c'est un peu comme une relation. Une relation, tu vois, une relation de couple, une relation amicale. Qu'est-ce qui fait que tu as confiance en la personne avec qui tu relationnes ? C'est que souvent, ses paroles sont en accord avec les actes qu'elle fait. Et quand elle te dit quelque chose et qu'elle le fait, ben, tu gardes confiance en cette relation, ça construit le lien. Et en fait, avec soi-même, souvent, c'est la même chose. C'est ce que je dis souvent, c'est de ne pas se fixer des objectifs inatteignables à très long terme. C'est bien de rêver d'avoir de la vision, etc. Mais déjà, juste des petites choses qui sont importantes pour toi, qui résonnent avec tes valeurs et que tu peux mettre en place au quotidien. Et au fur et à mesure, plus tu vas réussir à accomplir des petites choses que tu t'es fixées, à sortir parfois de ce que tu connais, à aller vers des choses qui te font du bien. Je suis pas dans ce truc à fond, genre sortie de zone de confort en permanence et tout. Je pense que parfois c'est sympa le confort, c'est aussi agréable. Je crois que le confort, parfois, c'est aussi agréable. Mais en tout cas, accepter que la confiance, elle se construit aussi avec soi-même. Et concernant la technologie, je pense que c'est comme tout, et c'est ce que j'ai tendance à dire, tu vois, quand je discute avec même ma grand-mère et tout, qui voit l'arrivée de l'IA, enfin pour eux, c'est quand même une folie. Ils comprennent et tout. Ouais, moi, ma grand-mère, elle a 89 ans, mais je te jure, elle est hyper vive sur tous ces sujets, mais quand même, elle te dit, nous, on est arrivés, on n'avait pas de téléphone portable, tu vois, le gap, il est énorme. Donc, il y a quand même parfois de la peur et de l'inquiétude, à juste titre, mais je pense au même titre que quand Internet est arrivé et qu'on s'est dit, oh là là, plus personne va lire, tu vois. Je crois qu'il faut se dire qu'on peut s'en servir de la bonne façon. Je pense que c'est important de ne pas être
réfractaire à 100% parce que sinon on est vite largué, je trouve. On peut aussi apprendre à connaître ce qui se passe pour comment s'en servir. Et tu vois, même pour mes équipes, moi au début j'étais là, ok, comment on va l'intégrer dans notre façon de bosser. Et au final, on s'est approprié l'outil en se disant que ça allait jamais nous remplacer, mais qu'en tout cas toutes les tâches pour lesquelles on n'avait pas de valeur ajoutée, on pouvait automatiser, on pouvait servir de certaines choses. Ouais, je suis d'accord, tu gagnes du temps. Ouais. J'ai vu que tu l'utilisais, j'avais vu pour ton podcast, je crois, tu avais mis un réel. C'est sûr que ça te fait gagner du temps. Ouais, bien sûr. Après, ça reste un outil, faut le retravailler, etc. Mais voilà, oui, ça, tu vois, typiquement, quand tu reçois quelqu'un que tu veux interviewer et que tu as besoin de connaître sa vie en long, en large, en travers, c'est intéressant d'avoir des outils qui te permettent de gagner du temps là-dessus, mais pour autant, jamais, à partir de ça, je vais dire, vas-y, écris les questions de mon... Ouais, c'est sûr. Non, en fait, là, par contre, ça a une valeur ajoutée que moi, je viens de mettre ma patte. Voilà. Ouais, c'est sûr. Et c'est ce que j'ai envie de dire. Après, j'ai vraiment pas la science infuse sur le sujet, et je pense qu'on avance aussi avec ce qu'on connaît aujourd'hui. Peut-être dans 5 ans, on aura tous un autre discours, tu vois. Ouais, c'est sûr. J'ai vu d'ailleurs Sam Altman, le CEO de OpenAI, ils vont réguler un petit peu toutes les questions, tout ce qui est juridique, médical, etc., pour pas empiéter sur les vrais, tu vois, les vrais boulots. Donc, j'espère que ce sera plus régulé, parce que c'est vrai qu'il faut mettre des limites à tout ça. Mais moi, je l'utilise beaucoup. Oui, après, je pense que, tu vois, même dans le monde médical, mon mari, il est en études de médecine. Ouais, donc il est médecin, ton mari ? Il n'est pas encore médecin, okay. Il est en 4e année. Okay. Mais c'est vrai que dans ses livres, en fait, il y a marqué, pour tel sujet, par exemple, tout ce qui est imagerie, l'IA... En fait, on vous conseille d'utiliser l'IA, tu vois, parce que ça a plus de précision et d'efficacité. Donc, tu vois, ça commence à être intégré. Et je pense que il faut s'en servir de cette manière. Après, oui, qui n'a pas déjà, tu vois, posé une question, mais je pense qu'il faut prendre un peu de recul. Ce qui est plus dangereux, c'est quand tu te dis, je vais me passer d'une thérapie parce que de toute façon, je parle à ChatGPT. Ouais, c'est sûr. Non, ça je conseille pas parce que ça n'a rien à voir avec un humain qui a fait quand même des années d'études et tout, mais faut. Mais en complémentarité, je trouve que c'est bien, tu vois. Exactement. Si c'est complémentaire à ton thérapeute, je trouve qu'en santé mentale, c'est très fort quand même. Oui, oui. Très fort. Pas avant, parce qu'il y a eu beaucoup de choses négatives et tout, mais ça commence à avoir des. Ouais, ça commence à être pas mal en santé mentale, ça peut quand même pas mal t'aider. Mais... Ouais, si t'arrives à lui faire dire, à accepter qu'il soit contradictoire avec toi, parce qu'au début, il va souvent dans ton sens. Donc pour ça, il faut connaître justement l'outil et être suffisamment précis pour lui dire, écoute, je veux pas tout le temps que tu me brosses dans le sens du poil, quoi, parce que sinon, c'est vrai que moi, il a tendance à toujours me dire ce que j'ai envie d'entendre. C'est sûr. Je te laisse choisir un deuxième badge ? Yes. Ou une deuxième question. Ok. Bonjour, je voulais savoir comment tu t'organises en tant que maman et créatrice de contenu sur Internet. L'organisation, ça c'est mon sujet, parce que j'ai bien galéré pendant des années. J'ai vraiment eu une période où c'était le chaos total, justement, avec les différentes casquettes de ma vie, femme, fille, sœur, amie, À quelle époque surtout, du coup ? Quand t'étais ado ou quand t'es devenue maman ? Non, quand je suis devenue maman, il y a quelques années, quand j'avais du coup 3 business en même temps, les réseaux, Krakow, Take Care, on était 7 en interne, j'avais donc une équipe, j'avais mon fils qui était encore assez jeune. Et en fait, moi, j'étais convaincue que la productivité, c'était essentiel pour me donner de la valeur, quoi. C'est-à-dire, plus je fais, plus je vaux. Dès que je ralentis, je m'efface un peu. Il fallait que je coche des cases. Et voilà, j'avais des to-do list à rallonge. J'ai l'impression que j'avais plus de tâches à la fin de ma journée qu'au début. Enfin, c'était un peu l'enfer. Et j'ai eu un déclic dans ma vie personnelle, une période un peu compliquée. Et je me suis dit, mais en fait, plus jamais ça. Je rate des moments avec mes amis, je rate des moments avec mon fils. Je le vois pas grandir. Ça peut plus durer, je fais pas ça pour ça. Et donc j'ai complètement revu mon système d'organisation. Aujourd'hui, je délègue déjà 80% de mes tâches. J'ai complètement évolué sur ce truc, cette croyance de toute façon, il y a que moi il y a pas mieux que moi pour faire les choses. C'est complètement faux. La plupart du temps, en fait, c'est juste qu'on a des craintes, qu'on a la peur de lâcher prise, on a la peur de confier aussi à l'autre, de transmettre, etc. Et que ça nous échappe. En réalité, quand on fait ce travail-là, on se rend compte que c'est très plaisant de faire des tâches qui nous font plaisir, ce pourquoi on est doué, et pas seulement être dans la gestion de problèmes en permanence. Parce que moi, j'avais l'impression d'être ça, un pompier qui éteint les incendies, quoi. Et surtout, toi, si tu me disais que t'étais un peu contrôle fric, de ce que j'ai compris, pour déléguer et tout, c'est jamais compliqué. C'est jamais évident. Compliqué. Et tu vois, je le vois avec mes clientes au quotidien et tout, c'est un vrai travail, c'est un vrai process de commencer, de faire confiance une première fois, de voir que ça peut bien se passer. Enfin, c'est vraiment un apprentissage. Et puis aujourd'hui, j'ai mis en place des systèmes et des automatisations avec beaucoup de tâches chronophages en moins.
Il y a plein de choses que je fais plus. J'ai vraiment un système qui travaille pour moi. J'ai eu cette période où je testais 40 000 outils, j'avais tous les planeurs, tous les journaux possibles, les méthodes que tu vois sur Insta qui sont soi-disant révolutionnaires. Et en réalité, j'ai mis en place un système qui convient à mes exigences, à mes contraintes, à mon emploi du temps. Je tourne avec un process sur 3 outils et ça me change la vie. Aujourd'hui, je fais beaucoup moins de choses, mais je le fais mieux, quoi. Et j'ai appris que mon objectif numéro 1, c'était la sérénité et pas ma capacité à produire. Donc voilà comment je m'organise. Et puis après, je tiens à préciser quand même, parce que pour toutes les femmes qui me regardent, on sait aussi aujourd'hui, en tout cas dans les couples hétéros, que la répartition des tâches, notamment quand on a un enfant ou plusieurs, est pas encore égale. Donc moi, j'aime pas dire que j'ai de la chance, parce que ça devrait être la norme, mais... faut reconnaître que c'est quand même un privilège aujourd'hui, c'est que j'ai un mari qui fait sa part, quoi. Et du coup, c'est clair que pour gérer sa vie, c'est quand même beaucoup plus simple. Et c'est pas le cas pour tout le monde, je le vois au quotidien chez mes clientes. Donc c'est important de le souligner aussi, parce que j'aime pas cette idée de dire aux femmes il faut que vous soyez encore plus organisées, il faut que vous fassiez des meilleures to-do list, il faut que machin, etc. C'est ça qui va régler votre problème de charge mentale. Non. En fait, la charge mentale, elle se règle quand elle est partagée. Et ça, pour ça, on pourra en parler des heures. Mais c'est plus large. Et la charge mentale, pour toi, c'est quelque chose de plus féminin que masculin ou pas ? Ah oui, mais c'est même pas... c'est factuel pour moi quand tu regardes toutes les études... Parce que je regardais la définition exacte, effectivement, on l'attribue plus aux femmes mais on dit que c'est pour les hommes aussi. Mais bon, oui, bien sûr. En fait, simplement, factuellement... Si on explique déjà simplement, pour ceux qui savent pas ce que c'est que la charge mentale, comment tu dirais, toi, comment t'expliquerais du coup Simple, un matin, tu te lèves, ton mec se lève, c'est lui qui amène l'enfant à la crèche, tu vois. Sauf que lui, il a pris ton enfant, il l'a amené à la crèche, et toi, tu t'es dit mais il faut que je vérifie qu'il y a toujours un rechange dans son sac, il faut que je check qu'il y a le rendez-vous pédiatre pour les vaccins le mois prochain, il faut que je mette un petit mot pour transmettre qu'il peut plus manger de chocolat parce qu'il est allergique. En fait, c'est toutes ces micro-tâches qui s'ajoutent, de trucs à anticiper, en plus de juste le quotidien de moi je sors les poubelles ou je remplis le lave-vaisselle. En fait, c'est tout ce qui incombe à la charge mentale. C'est vraiment, c'est-à-dire ces micro-tâches et ces micro-rappels quotidiens de tout ce qui entoure le foyer, la gestion. Tu vois, on est invité à dîner. Ok, nous on est juste invité à dîner, mais est-ce que tu as pensé à amener quelque chose ? Est-ce qu'il faut confirmer l'invitation ? Est-ce que tu l'as marqué dans l'agenda ? Est-ce que, tu vois, et en fait, c'est tout ça, en fait. Mais ce qui est épuisant d'ailleurs, parce que tu vois, ils disent que pour avoir l'esprit clair, tranquille dans l'entrepreneuriat, et pas que d'ailleurs, il faut écrire sur des to-do, sauf que ces trucs-là qui sont pas forcément, on n'écrit pas forcément tout ça, tu vois, dans des to-do list. Donc c'est vrai que pour moi, la charge mentale, c'est tout ce que, comme tu disais, c'est tout ce que tu dois faire qui te pollue un peu l'esprit et qui te fatigue. C'est la partie, tu vois, immergée de l'iceberg. On est en plein dedans. Et tu vois, c'est marrant que tu dises, le fait de l'écrire sur les to-do et tout, c'est des trucs qu'on n'écrit pas. Moi, c'est le travail que je fais avec mes clientes. La première semaine, je leur fais faire un audit complet de toutes leurs tâches, mais vraiment des trucs minimes, et en fait elles se rendent compte de tout ce qu'elles portent au quotidien, de ces micro-tâches, tu vois, et tu te rends compte en fait ça pollue l'esprit, à quel point ça pollue. Et moi je leur dis au contraire, ayez un système qui vous permet de les écrire de manière très rapide, tu vois, aujourd'hui justement avec les outils qu'on a, etc. Et ne faites pas ça entre deux. Ne faites pas ça entre deux rendez-vous, en train de pousser votre caddie pour faire les courses, vous passez vos appels, etc. Essayez de vous créer des systèmes qui vous permettent en 15 minutes, moi ce que j'appelle ça un brainwash, tu vois, c'est vraiment un lavage de cerveau. Et vraiment en 15 minutes, tu te dis, ok, je fais toutes ces mini-tâches qui te prennent généralement moins de 5 minutes. C'est pas des trucs qui nécessitent de la grosse concentration, mais tu dois envoyer un RIB, tu dois confirmer la sortie scolaire, tu dois prendre une ordonnance, machin, tous ces trucs-là. Et en fait, tu te mets 15 minutes, t'es dans l'action et tu réalises que finalement, ce créneau-là, il te prend peut-être 15 minutes de ton temps dans ta journée, mais il t'a évité de devoir être tout le temps partout et d'être en multitasking, parce que c'est épuisant le multitasking. Ouais, c'est sûr. On croit que c'est positif, mais il n'y a rien de pire. Surtout notre génération et la plus jeune, on a l'habitude d'avoir des vidéos de 10 secondes, 15 secondes, on réduit les séries, les films sur un temps beaucoup plus limité. On écoute en x2. Parce qu'on n'arrive plus à se concentrer. Il y a un truc intéressant que j'avais lu, c'est qu'il disait que si une tâche mettait plus de 5 minutes à faire, du coup, il fallait la réaliser tout de suite et pas la mettre dans une to-do. Et qui conseillait de mettre dans une to-do list au-dessus de 5 minutes de réalisation de la tâche. Tu vois.
Ah ouais, tu vois, moi je fonctionne différemment. J'ai développé une méthode que je m'applique à moi et que maintenant je partage, qui s'appelle TAP. Donc tâches, actions, projets, priorités. Et en fait, toutes les actions, c'est donc les trucs que je te disais, moins de 5 minutes, etc. Ça, je l'écris vite fait. Et en fait, je les réserve donc dans le créneau, je te dis, brainwash de 15 minutes. Les tâches, c'est ce qui me prend entre 5 et 30 minutes. Et c'est ce qui me nécessite un peu de concentration. Mais tu vois, typiquement, le gros souci que je vois, c'est que souvent, les gens passent d'une casquette à l'autre. Donc, c'est-à-dire, tu as tes tâches dans la journée. Tu commences par faire de la compta. Ensuite, tu dois rédiger. Ensuite, tu dois tu dois tourner une vidéo, etc. Et en fait, tu passes de créatif à logique, à stratégique, etc. Et en fait, parfois, c'est épuisant pour le cerveau. Donc, je leur dis, mais concentrez-vous par bloc de temps. T'as un bloc de rédaction. Ok, tu fais tes mails, ta newsletter, ton truc, ok, t'es dans la même énergie. Et tu sais que c'est bloqué pour toutes les tâches qui sont prioritaires. Ensuite, je leur dis, virez de votre to-do les projets. Les projets n'ont rien à faire dans ta to-do. Quand tu as dans ta to-do, refaire mon site web, il n'y a aucun moment où ton cerveau il sait par où commencer, quand est-ce que tu dois le faire, pour quand, quelle est la deadline, quelles sont les ressources à mobiliser, etc. Donc, ces objectifs-là, donc ces projets qui ne peuvent jamais tenir en 30 minutes, ils doivent être virés de votre to-do, stockés dans une base de données de projet et découpés en tâches et en actions. Parce que refaire ton site web, tu as 35 tâches, 15 actions qui en découlent. Et c'est beaucoup plus simple de te dire, cette semaine, je m'occupe de 3 tâches concernant ce projet-là, plutôt que de te mettre refonte de mon site web dans ta to-do, que tu déplaceras de jour en jour. Et c'est comme ça que tu te retrouves le vendredi soir avec toujours ce truc sur ta to-do que tu n'as pas engagé parce que personne n'a le temps de se dire je dédie une journée, une semaine entière à un seul projet, tu vois. Donc découper. Et c'est comme ça, on en revient à la confiance dont on parlait tout à l'heure. Tu as beaucoup plus confiance en toi quand tu es en capacité de faire peut-être 3 tâches dans ta journée et tes petites actions et de te dire ok, je suis allé au bout et j'ai pas sous-estimé le temps que ça me prend. Parce que des fois, moi je vois des to-do, je dis mais c'est des wish-list en fait. C'est pas des to-do list, c'est des wish-list, c'est votre liste de vœux. Genre j'aimerais pouvoir faire tout ça. Mais tu ne peux pas le faire. C'est Tim Ferriss qui disait qu'il fallait se concentrer sur 2 ou 3 tâches max dans une journée. Parce qu'après, pour éviter le multitasking, etc. Et du coup, toi, c'est ce que tu recommandais, c'est ce que tu recommandes, Moi, je suis en tout cas pas aussi définitive, tu vois, de se dire 3 tâches et tout. Moi, il y a des journées où je suis obligée de faire plus de 3 tâches et je pense que pour beaucoup d'entre nous, c'est le cas aussi. Mais en tout cas, être réaliste sur le temps que prennent tes tâches. Le fait que faire des choses et bien les faire, ça prend du temps et c'est normal. Et s'accorder du temps suffisamment pour pouvoir réaliser une tâche de A à Z, être fier de nous, etc., c'est beaucoup plus gratifiant que faire tout à peu près. En fait, on se retrouve à culpabiliser parce qu'on a l'impression d'être moins bien, parce qu'on se compare beaucoup justement sur les réseaux, tu vois, avec tout ce qu'on voit, avec ces vidéos d'entrepreneurs où t'as l'impression qu'ils se lèvent à 5h du matin, ils bouffent de la viande crue, ils font des douches froides, et en fait, c'est le secret pour réussir et être ambitieux. Et en fait, moi, j'ai envie juste de dire qu'on peut avoir d'autres définitions de ce que c'est la réussite, et que ça passe par, avant tout, se connaître et savoir comment tu bosses. Si le matin, toi, t'es une machine de guerre, et que tu fais 15 tâches, et que ça se passe très bien pour toi, il n'y a aucun problème. Par contre, le vendredi après-midi, moi, tu me demandes de faire de la compta, c'est impossible, je ne peux pas. Le vendredi après-midi, j'ai besoin de faire des trucs hyper light. Et ok, c'est très bien, t'apprends à te connaître, tu sais que tu peux gérer ton énergie différemment. C'est aussi l'opportunité qu'on a quand on est entrepreneur et à son compte. Apprenez à vous connaître pour construire des plannings et des systèmes d'organisation qui vous conviennent et pas qui sont calqués sur tel ou tel mec, quoi. Là, je suis en train de lire un bouquin en ce moment que j'avais déjà lu, mais je le relis, de Atomic Habits. Et il expliquait qu'effectivement, il y en a qui étaient... c'est pas obligé d'être productif le matin. La majorité quand même est productive le matin. Mais il y a des gens qui sont... faut connaître son système, comment on est fait, etc., qui bossent beaucoup mieux le soir ou l'après-midi. Et c'est sûr que se connaître... Bon, ça vient avec le temps aussi, mais c'est super important. Repérez, tu vois, les moments de up. Prenez une semaine et faites-le. Moi, ce que je dis souvent, prenez un carnet, dites-vous, ok, vas-y, comment je me sens à telle heure, mettez-vous des petites alarmes, tu vois, tu t'en mets 2 fois par jour, matin, après-midi, et tu te dis, ok, comment je me sens. En plus, alors pour les hommes, c'est beaucoup plus plat en termes hormonal, mais nous, les femmes, cycliquement, en fonction de nos cycles et tout, c'est hyper différent. J'adorais savoir ce que ça fait. C'est horrible quand en tant qu'homme, on peut pas savoir le changement hormonal. Bah non, en tout cas, tu pourras pas le ressentir. Après, tu peux apprendre les différentes, mais t'as vraiment des... puissant, ce changement hormonal chez une femme. C'est hyper... après, ça dépend des femmes. Ça dépend des femmes, ça dépend aussi si elles sont sous contraceptif, etc. Mais clairement, t'as vraiment sur 28 jours, encore c'est très caricatural parce que t'as des femmes qui n'ont pas des cycles de 28 jours, mais en tout cas, t'as vraiment ces 4 phases-là où t'es dans des énergies très différentes, même en termes de corps, d'émotions, de sensibilité, etc. Nous, c'est les montagnes russes, alors que chez un homme, c'est plutôt... Enfin, moi, mon mec, il m'a montré les schémas sur ses livres de médecine et j'étais là, c'est une dinguerie, quoi. C'est vraiment opposé. Donc, faut aussi accepter
accepter qu'on peut pas être, tu vois, on avait beaucoup entendu parler de Miracle Morning ou de faire le jeûne, etc. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup d'études scientifiques sur ces sujets-là qui avaient été basées sur des hommes, qu'en fait, il y a des trucs qui n'allaient pas du tout chez les meufs. Donc, il faut aussi accepter que parfois, c'est hors de notre contrôle et que c'est OK de ralentir, tu vois. Du coup, tu l'as lu le bouquin Miracle Morning de Hélène Elrod, ouais. Moi, j'essaie de le faire depuis 10 ans. C'est trop dur. T'entends, je le fais genre 3 mois, après je le fais plus pendant 2 mois, puis je le refais. Pour ceux qui connaissent pas, en gros, ils te recommandent pas forcément de te lever à 4 ou 5 heures du mat, mais de te lever 1 heure avant ton réveil. Et après, ils te proposent, et donc tu fais par rapport à ce que tu veux, de faire de l'affirmation, visualisation, sport, écriture, lecture. Tout ça le matin avant de commencer, c'est comme ça que tu étais beaucoup plus productif. Ouais, mais tu vois, c'est encore ça. Moi, j'ai testé pendant un moment et tout, et puis au final, on lâche aussi parce que je pense que c'est pas une vérité générale. Qu'en soi, il part aussi d'une expérience assez personnelle. Et puis, t'as des chronotypes, ça par contre c'est prouvé par la science, t'as des chronotypes de sommeil, t'as des gens qui sont du matin, des gens qui sont du soir. Ouais, bien sûr, c'est pour ça que le fait de se connaître, comme tu disais. Moi je suis plus du soir, tu vois, j'arrive beaucoup plus à me coucher tard sans problème et à me lever tard. Typiquement, je me suis rendu compte que c'était pas du tout adapté. Donc tu peux faire ta Miracle Night si tu veux, mais. C'est sûr, t'as une routine quoi. Voilà, c'est ça. Mais en fait, les routines c'est bien parce que ça permet d'ancrer pas mal de petites habitudes, etc. Mais je pense qu'il faut aussi s'autoriser à vraiment construire les siennes et à les adapter en fonction de soi. Il n'y a pas de vérité générale. Il ne faut pas suivre une méthode à 100%. Faut adapter. On va continuer de parler de ça. Je me permets juste j'ai oublié de te demander, on demande à chaque invité de ramener un objet inspirant ou quelque chose que ce soit perso ou pro. Donc tu vas voir l'originalité de l'objet. Ma caméra. C'est pas ma première caméra, hein. Je ne l'ai plus la première. Celle-ci, elle est donc ça c'est ta caméra de vlog du coup que tu as au quotidien. C'est ma caméra de vlog, ouais. En fait, je t'ai pris l'objet de la caméra parce que c'est quand même un objet avec lequel je reviens toujours. Enfin, en dehors même de mon taf et de même ce que je fais sur les réseaux, etc. En dehors, je filme beaucoup en perso. Je trouve que c'est un merveilleux moyen de tenir, tu vois, une forme de journal de bord et tu tout. fais comme ta maman en fait du coup. Ouais, c'est très drôle. Ouais, un peu, ouais. C'est avec vrai. ses 500 VHS. C'est ça. Punaise, là, je vais avoir un Google Drive, ce sera plus sympa que des 500 cassettes qu'on a dû faire numériser. Mais franchement, c'est un objet que j'aime beaucoup. Je trouve que ça transmet quelque chose. Enfin, on peut faire ce qu'on veut avec la vidéo, tu vois. En plus, avec le montage, etc. Des fois, j'aimerais pouvoir me consacrer des journées à faire du montage et tout, parce que j'aime ça, mais je trouve ça hyper long et chronophage. Donc, je le fais que rarement. Mais voilà. Mais c'est vrai que donc toi, tu filmes donc même des moments que tu mets pas dans tes vlogs, etc. en perso, que tu gardes. Plein. Mais en fait, c'est génial parce que c'est vrai que. Donc moi j'ai vu que tu faisais du journaling aussi, t'écrivais. Moi pareil, j'essaie d'en faire un petit peu, notamment avec le Miracle Morning, j'ai découvert un petit peu le côté écriture avec ça et du coup tu vois, j'achète des agendas tous les ans depuis 10 ans où t'entends il y a 3 mois il y a rien, tu vois, c'est quand je fais pas mon Miracle Morning et du coup j'écris un petit peu et de relire, c'est vraiment sympa mais c'est un peu plus une galère. C'est vrai que si tu regardes tes vidéos de toi il y a 10 ans, face cam, qui dit ton mindset, etc., tu vois vraiment beaucoup plus l'évolution parce qu'on oublie tellement vite. Mais oui, bien sûr. Mais moi, c'est un journal, c'est un journal de bord, quoi. Tu vois, même quand je monte là, mon fils et tout, il me voit enceinte et tout, il hallucine. Et même pour mes potes, tu vois, c'est un peu mon langage de l'amour. C'est-à-dire dès qu'il y a un événement, un mariage, un truc et tout, moi, souvent, je leur fais un film. Ouais, c'est sympa. Je leur fais une vidéo, même du téléphone. En fait, t'as pas besoin forcément d'un truc c'est sûr. hyper. Mais juste, ça marque un souvenir émotionnel, je trouve, différent. Ouais. Donc j'adore. Et donc ça, petite, que t'as partout là. Oui, ça s'emporte partout, tu vois. C'est tout petit, même ça tient dans une main. C'est mignon d'ailleurs. Ouais. C'est quoi du coup la Pocket Ouais, c'est la Osmo Pocket. Je préfère ça qu'une GoPro, c'est plus simple, t'as un stabilisateur. En fait, t'es en 4K déjà, et puis tu peux filmer en horizontal. Hello. Voilà, tu vois. Bienvenue au Deep Dive. Et après, en fait, c'est mignon avec le petit écran qui se tourne. Et tu vois, je peux tourner. Voilà, là on voit tout le setup, tout ça. On montrera le setup pendant le podcast. C'est stabilisé. Et après, en fait, quand tu fais... Bon, là, hop, si je dérègle... En fait, tu as une version verticale. 9/16e, ouais, très sympa. Donc, c'est chouette. Voilà. Et du coup, donc cette appétence à la vidéo, c'est vraiment venu de ta mère Ouais, c'est une transmission, je crois. C'est génial. Mais un peu malgré elle, tu vois, je crois pas qu'elle se soit dit je veux que ma fille... Ouais, c'est sûr. Mais malgré elle, c'est devenu un truc... je pense qu'elle avait une âme d'artiste un peu au fond. Et elle a pas bossé dans l'audiovisuel, du coup Non, c'était juste pas vraiment du sur son tout, temps libre. Pas du tout, ouais.
tu vois. Et elle te donnait la caméra petite pour faire des petites images et tout? Ouais, quand même. Il y a un moment où ma caméra est tombée en rade quand je commençais YouTube et j'ai filmé avec son caméscope. Ok. Je me souviens de ces vidéos, donc tu vois, ça s'est transmis. J'aimerais revenir, si c'est ok pour toi, juste pour parce que tu en as parlé tout à l'heure, tu as fait une dépression du coup l'année dernière? Ouais, j'ai eu un épisode. Écoute, c'était la première fois de ma vie que ça m'arrivait. Mon mari en avait vécu quelques années auparavant, donc j'avais été aidante. Okay. Mais en fait, quand tu ne le vis pas, enfin moi c'est la vision que j'ai, quand tu le vis pas, tu te rends pas compte de à quel point c'est désarmant. Ça a été vraiment une période désarmante, et pourtant j'ai la chance entre guillemets que ça n'ait pas duré très longtemps, parce que ça a duré 5 mois à peu près. Mais parce que après moi je suis un peu obsessionnelle, donc en fait j'étais obsédée par le fait qu'il fallait que ça s'arrête. Donc j'ai mis à peu près tout ce qui était possible de mettre en place, à raison de 2 séances de psy par semaine. Je voulais comprendre en fait ce qui se passait. J'ai eu beaucoup de mal à accepter le diagnostic. Pour moi, j'y croyais pas. Que c'était une dépression. C'est un psychiatre, parce que tu peux pas en tant que psychologue. Le psychologue pouvait mettre des hypothèses, mais c'est un psychiatre qui émet un diagnostic. Ouais. Et ma psychologue, à un moment donné, m'a dit il faut aller voir un psychiatre là pour et aussi pour prendre des médicaments, chose qui m'était jamais arrivée. Et je sais qu'en France, on a vraiment ce tabou autour des médicaments sur ces sujets-là et de santé mentale, etc. On a l'impression qu'on va devenir accoutumé pour le reste de notre vie, etc. Et en fait, pas du tout. Moi, je suis certaine que ça m'a sauvée de cette période. Il a fallu m'habituer, comprendre que... En fait, c'est une période... T'as pris des médicaments combien de temps, excuse-moi? 4 mois. Et je crois que c'est vraiment important. Moi, j'ai jamais connu une phase de dépression, mais je crois que pour vraiment sortir de cette spirale, il faut souvent, pas obligatoirement, il faut prendre quelque chose à base de sérotonine, je crois. Ouais, en fait, moi j'ai été 2 semaines sous anxiolytique, parce que ça, par contre, tu peux avoir une accoutumance, donc c'est très important de ne pas dépasser les doses et les durées. J'ai vécu ma première crise d'angoisse de ma vie, tu vois, j'avais des copines qui en faisaient souvent et tout, moi j'en avais jamais fait, je suis pas tellement sujette à l'anxiété de base. Ça a été un cumul d'une période personnelle intense, beaucoup de changements. Mon mari a repris des études, on avait un quotidien qui était bousculé, ma maman qui est tombée malade, etc. Et en fait tout m'est revenu d'un coup dans la tronche, avec justement aussi des périodes difficiles sur les réseaux, un procès qui dure depuis des années, enfin bref, tout ça cumulé qui a fait qu'à un moment donné j'ai vraiment eu je sais pas, c'est un déclic, mais dans le mauvais sens, où j'étais vide. Okay. Je sais pas mieux te l'expliquer qu'un trou noir dans ma tête, dans mon cœur, dans mon corps. Donc c'était pas un burn-out, c'était vraiment une dépression, c'était un peu les deux. Alors après, tu vois, ma psy, elle me dit, aujourd'hui on dit burn-out, mais en réalité, on traite ça comme une dépression. En fait, le burn-out, c'est une dépression qui part du travail, ça marche. Mais en réalité, c'est un peu les mêmes mécanismes. Moi, ça touchait tous les domaines de ma vie. Je n'avais plus aucune joie, plus aucune envie, plus aucun plaisir. Tout ce que j'aimais faire, je ressentais aucune émotion positive. C'est fou, ça. Et en fait, c'est le serpent qui se mord la queue, parce que je me forçais à faire des trucs qui m'apportaient du plaisir, et j'angoissais de me dire mais ça se trouve je vais plus jamais ressentir de la joie. Et ça, ce sentiment-là, il est effrayant. Je me retrouvais en cours de yoga, moi qui adore, avec ma prof qui est une amie et tout, et j'étais là sur mon tapis et je me disais mais qu'est-ce que je fous là? Et vraiment ce sentiment de vide et d'arrêt de perspective du coup, parce que quand t'as plus d'espoir, quand t'as plus de joie, quand t'as plus de bonheur, et en fait je me disais mais c'est pas possible, j'ai tout pour être heureuse, je suis une femme quand même en bonne santé, privilégiée, j'ai un mari, un fils, une famille aimante, je manque pas de moyens, etc. Bon bref, mais en fait tu comprends, et c'est ce que le personnel médical a essayé de me faire comprendre, que ça n'a rien à voir avec très souvent ce que tu possèdes, c'est une maladie, c'est-à-dire que dans ton cerveau, là, il y a quelque chose qui se passe différemment. C'est sûr, c'est purement chimique, parce que tu peux avoir une culpabilité dans le style, j'ai mon enfant, je suis en dépression, j'arrive pas. Mais moi j'étais coupable de tout, c'est-à-dire que vraiment j'étais là, à chaque fois j'étais là, est-ce que vous pouvez me faire une IRM qui me prouve vraiment que. Et là, non, mais ça marche pas comme ça, c'est un diagnostic clinique, on vous le dit et tout. Et en fait, puis t'as honte, tu vois, moi c'était des périodes de fin d'année, je me souviens que mes parents devaient venir à Noël, impossible de sortir de mon lit, j'étais en pyjama, une angoisse, et tu vois, ils ont été
trop mignon, ils se sont tous ramenés en pyjama à Noël en me disant on s'en fout en fait, on est tous en pyjama. Mais la honte c'est quoi? C'est vraiment d'entendre le diagnostic, de dire que t'es en dépression, c'est la honte de dire en fait moi dans ma vie j'ai toujours assuré quand même, et là j'assure plus en fait. C'est ton humanité, enfin c'est tout ce que tu veux, c'est ton ego, c'est ton, enfin tu vois. On a fait un podcast Morgane Evassia du coup qui avait aussi reçu qui a vu un épisode dépressif, une grosse dépression, et elle m'a dit que le jour où elle a entendu le diagnostic tu es en dépression, elle me dit mais quoi, comment ça se fait, c'est pas possible, pareil, c'est plein de trucs, etc. Bah ouais, c'est difficile parce que t'as une image en plus très caricaturale de la dépression, de personnes qui sont très seules, etc. Et en fait, ça peut se révéler dans plein de cas différents chez n'importe qui. Moi, je me suis retrouvée à un moment donné où, tu vois, c'est mon mari qui a dû me doucher, genre me prendre, c'est hyper humiliant, c'est hyper infantilisant, tu te sens diminué dans tes capacités à être, quoi, et à fonctionner. En fait, tu dysfonctionnes, c'est ça la dépression, c'est-à-dire tu dors mal, tu manges plus, et ça a été vraiment une période très difficile, mais j'ai été très entourée. Et comment t'es sortie, justement, qu'est-ce que tu peux recommander, tu vois? Franchement, c'est déjà d'avoir un bon thérapeute, d'avoir un bon psychologue, formé à la TCC, parce qu'aujourd'hui c'est ce qui a montré le plus d'efficacité. T'en as fait pas mal de TCC? Ouais, moi j'ai été 2 ans en thérapie, et pas que pour la dépression, mais j'ai suivi une thérapie donc avec une psy formée au TCC, et j'ai fait aussi une thérapie des schémas, qui là était plus... la thérapie des schémas, brièvement, c'est en gros le travail des dysfonctionnements dans tous les pans de ta vie, c'est-à-dire qu'on part du principe qu'on code tous dans certains schémas, carence affective, abandon, etc. Et en fait, on vient par le comportemental, donc comprendre comment ça se traduit dans ta vie, dans tes relations, dans les décisions, dans ce que tu ne fais pas, dans ce que tu fais plus, dans ce pourquoi tu souffres, quoi, t'es en souffrance. Et on vient essayer de comprendre que finalement, on peut fonctionner autrement, et qu'il y a d'autres façons de faire plus adaptées. Et les TCC, donc ça t'a vraiment aidé? Ça m'a... Oui, les TCC pour la dépression, c'est aujourd'hui, c'est les premières recommandations par la Haute Autorité de Santé, avant même la prise de médicaments. C'est vraiment les thérapies, et notamment les thérapies cognitives comportementales. Il y a un annuaire qui s'appelle la FTCC, et tu peux voir tous les psychologues en France qui sont référencés, et je conseille, parce qu'aujourd'hui en psychologie, on a de tout, et parfois de n'importe quoi. N'allez pas voir n'importe quel thérapeute, c'est important. Et après, oui, et donc moi j'ai eu la prise de médicaments, et en fait, je pense que ça a été au bout d'un moment, t'as un jour où tu te dis là j'ai ressenti 5 minutes de positif, et c'était pas le cas hier. Donc ça revient progressivement comme ça. Il faut accepter que c'est des hauts et des bas. Moi j'ai eu beaucoup de mal les premières fois où j'ai ressenti du plaisir à vivre des journées où je n'en ressentais plus du tout après. Parce que je me disais, mais en fait, c'est une illusion. C'est-à-dire que là je l'ai vécu, mais ça veut dire que ça peut ne jamais revenir, ou ça y est, c'est... En fait, voilà, la rechute, elle existe. C'est pour ça que c'est important de bien se faire soigner. Et voilà, en fait, petit à petit, tu retrouves du positif. Moi, elle me faisait tenir aussi un journal des petites choses que j'avais trouvées positives dans ma journée. Des fois, c'est des trucs complètement débiles. Genre, je suis en voiture, il y a quelqu'un qui m'a laissé la priorité, quoi. Enfin, tu vois, on en est là, genre, c'est... Et ça, moi, je le fais aussi, hein. On va en parler justement avec Take Care. Moi, je sais pas si tu connais le 5 Minute Journal. Ouais, bien sûr. Et donc, pareil, de lister des petites choses de gratitude tous les jours. Et ça, c'est chouette, ça, c'est important. Ça fait partie des trucs de se dire, en fait, en plus, quand t'es en dépression, t'as vraiment un filtre noir sur tout. Moi, j'ai mon amie qui est psy, avec qui j'avais donc fait le podcast, qui était très présente pendant cette période, et qui m'a dit, là, il faut que tu imagines qu'il y a quelqu'un dans ton cerveau qui est là, c'est un coloc, et il a repeint tous les murs en noir. Et en fait, là, tout ce que tu vois, c'est vraiment ton monde qui est teinté, mais ce n'est pas... Enfin, il y a une distorsion de la réalité. Et mon mari qui avait vécu ça, qui a été le soutien numéro 1 pendant cette période, qui arrêtait pas de me dire, ton cœur et ton cerveau te mentent actuellement. Donc, tout ce que tu crois, ce n'est pas la vérité. C'est la maladie qui parle. Et donc, tout ce que je pouvais penser sur même... en fait, moi, j'étais vraiment en mode, mais pourquoi on va continuer à m'aimer, en fait? Je cherche plus à rien, là. Ouais. Et donc, tout ça, tout l'entourage, etc., c'est hyper important aussi d'apprendre à connaître. Et tu vois, quand on dit... allez, bouge-toi, allez, mets-toi un petit coup de pied aux fesses, ça va aller, tout ça, c'est typiquement le genre de choses qui n'aident aucune personne en dépression. Il faut vraiment se dire que pour toutes les personnes qui nous regardent et qui ont peut-être des personnes qui, tu vois, ou qui nous écoutent, qui ont des personnes qui sont en difficulté autour d'elles, ce que je peux vous conseiller, c'est vraiment de ne pas cesser de proposer, de ne pas attendre que l'autre vous appelle en disant mais n'hésite pas si tu as besoin, on n'appellera pas. Dans les moments où c'est difficile, on n'appellera pas. Par contre,
de dire des choses très concrètes. Par exemple, samedi à 11h, on va se balader 5 minutes ensemble, on va faire un tour autour de chez toi. C'est des petits trucs comme ça qui font que petit à petit, en fait, tu arrives à te réactiver et à reprendre du plaisir dans certaines activités, dans certaines relations, et ne pas le prendre personnellement si la personne, au dernier moment, elle se sent pas, ou voilà, parce que c'est très fluctuant. Mais ouais, c'est une vraie période difficile, mais il y a une fin. Moi, j'ai vraiment envie de dire à toutes les personnes qui traversent des trucs difficiles, on peut en sortir. Et encore, toi, t'en es sorti assez rapidement, entre guillemets. Il y a des gens, c'est sûr, qui ça dure plus longtemps. Et en tout cas, cet aspect de culpabilité, je pense que c'est important parce que moi, j'ai jamais vécu ça, mais il faut se dire vraiment que c'est purement chimique, il n'y a pas de culpabilité à avoir et que ça passera. Et ça me fait penser à Vice Versa, tu l'as vu, le petit film avec celle en bleu, avec sa tu vois, qui te met plein de petites boules bleues, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est vraiment dans le cerveau. Enfin, aujourd'hui, on a prouvé que vraiment il y avait un dérèglement et donc ça agit sur vous, quoi. C'est pas parce que c'est pas physique, c'est pas parce que t'as pas un pied cassé que c'est pas valable. Et donc en tout cas la TCC, tu me disais que ça t'a beaucoup aidé. Il y a un truc moi que j'ai fait qui est vachement bien. Je sais pas si tu connais le MBCT, c'est Mindfulness Based Cognitive Therapy. Ouais. Et donc ça peut être, moi je l'ai fait pour de l'anxiété généralisée, mais ça peut être aussi pour la dépression. Et je crois que ça marche vraiment pour le côté dépression. Et donc c'est 8 semaines donc de format comme le MBSR. Donc Mindfulness Based Stress Reduction, c'est un format de méditation, mais vraiment basé sur la thérapie cognitive. Et je crois qu'effectivement, ça peut être se renseigner. Ouais, sur le mindfulness, elle m'en avait parlé, tu vois, des méditations pleine conscience, mais tu vois ce qu'elle me disait, et elle m'en a donné parce qu'elle aussi, elle est formée à la méditation pleine conscience, qui est un vrai truc. Enfin voilà. Mais tu vois, il faut que ce soit très encadré dans le cadre de la dépression, parce que ce qu'elle m'expliquait, c'est qu'en fait, comme tu rumines beaucoup quand t'es en dépression, tu peux tomber dans des trucs qui soient des pensées très noires en fait. Sûr. Donc il faut que ce soit encadré parce que c'est des périodes où t'es fragile à ce niveau-là. C'est pour ça qu'il faut vraiment, je pense qu'il faut vraiment faire le MBCT et pas de la méditation, parce que le fait d'être en pleine conscience par rapport à soi-même, ça peut peut-être amplifier les effets. Je connais pas. Tu rumines beaucoup, quoi. Mais ok, donc si tu recommandais quelque chose à celles et ceux qui sont dans un épisode dépressif ou une dépression, donc c'est d'en parler autour de soi, de voir un thérapeute, bien sûr. L'annuaire TCC, c'est quoi déjà? AFTCC. Ouais. Content que t'aies vaincu ça, ça doit pas être évident, surtout avec ton enfant, avec Gaspard. Il s'appelle Gaspard, c'est ça? Ouais, mais tu vois, on en a parlé avec des mots qui sont adaptés. Parlé, tu vois, de dire que déjà c'était pas sa faute, parce qu'en fait quand t'es enfant, je crois qu'il culpabilisait un peu. En fait, un enfant, ça a toujours tendance à penser qu'il a une responsabilité. Tu vois, même chez les parents qui sont maltraitants et tout, les enfants ils aiment toujours leurs parents. Donc c'était important pour moi de faire comprendre que ça n'avait rien à voir avec lui et qu'au contraire, mais que forcément j'étais moins disponible parce qu'en fait je me fatiguais très vite. T'es tout le temps fatigué, etc. Mais bon, il avait aussi un entourage qui était très proche pour lui, donc je sais qu'aujourd'hui, j'ai pas l'impression qu'il en ait souffert ou qu'il m'en parle ou quoi que ce soit. Et par rapport à Gaspard, tu me dis si je me trompe, mais du coup, t'as eu le sentiment pendant le confinement d'avoir perdu un petit peu de devoir pas passer assez de temps avec ton enfant? Alors justement, le confinement, tu vois, m'a permis de passer du temps avec mon enfant. En fait, c'est à cette période où je me suis dit... Tu l'as eu, excuse-moi, en 2018, du coup, donc 2020, et il avait les deux premières années ou Ouais, c'est ça. En fait, si tu veux, c'était une période où aussi j'étais quand même très proche avec lui, mais mon mari était papa au foyer, donc il était tout le temps avec Gaspard. Moi, je continuais mes déplacements, etc., mais il me suivait avec moi, parce que je l'allaitais à l'époque. Et c'est vrai que je me suis rendu compte pendant le confinement, le fait de ralentir, d'être plus à la maison, que ça me manquait un peu, quoi. Je me suis rendu compte que c'était important d'y consacrer du temps. Et tu vois, on a suivi tout ce dont on a parlé sur justement cette réorganisation et tout, parce que ça passe trop vite, en fait, ces années. Ça va vite. Hein. Moi, j'ai 2 filles, elles ont 5 et 2 ans. Et ça va très, très vite. Et c'est dur, parce que j'ai pas mal de projets, je fais pas mal de choses, je fais beaucoup de sport à côté, et j'essaie de passer le maximum de temps avec elles. Toi, tu fais comment justement pour allier les réseaux de tes business, de ta famille Comment tu t'organises alors? Écoute, moi j'ai eu cet exemple enfant de mon père qui était très présent physiquement, mais peut-être moins dans les moments justement de qualité. Ma mère qui travaillait beaucoup le soir, etc. Donc en fait, quand on rentrait de l'école, elle partait travailler, voilà. Et pourtant, j'ai l'impression que c'est elle qui a été beaucoup plus présente, ce qui est complètement faux en termes de... Et en fait, je me suis dit, mais ça prouve bien que c'est la qualité du temps passé qui prime aussi. Et donc, j'essaye vraiment, tu vois, de couper mon téléphone, de vraiment faire des moments avec des jeux de société, des jeux partagés. Tu vois, là, je savais que j'allais partir à
Paris toute la semaine pour le travail. Lundi, quand je les récupère à l'école, on allait au restaurant tous les deux, en tête à tête, etc. On a passé vraiment la soirée ensemble. Et c'est des petits moments comme ça. On n'a pas besoin d'aller au restaurant tous les jours, hein, mais en fait, les enfants, ils se contentent de très peu à partir du moment où on est présent et pleinement présent. Et j'essaye. Je souris parce que je suis d'accord avec toi. Ouais, non, mais j'imagine aussi avec mes filles. Bah ouais, mais je suis d'accord. C'est pas, pour moi, c'est vraiment ça. C'est pas la quantité, c'est la qualité. Il suffit de quelques souvenirs, etc. Enfin, surtout, moi, ce que j'essaie de faire aussi, c'est de passer du temps indépendamment avec chacune de mes filles. Bah bien sûr. Et tu parlais de resto. Moi, j'en fais pas souvent non plus, mais j'ai amené ma fille de 5 ans au resto, et d'ailleurs j'ai eu des réflexions, c'était assez marrant, genre qu'est-ce que vous avez à vous dire au restaurant, machin, mais plein de trucs, alors que c'est trop mignon. Et du coup c'est vrai que le fait de faire quelque chose et d'essayer d'être pleinement présent, j'essaie aussi de me mettre en mode avion, oui, bien sûr. Et tu vois, de t'intéresser à la personne qu'ils sont et qu'ils deviennent aussi, tu vois. Moi, je sais que j'ai des conversations où j'essaie de lui demander son avis sur des trucs, et des fois, on est en contradiction. Bon, moi, il a 7 ans, donc on commence vraiment à avoir... Il y a l'école aussi qui influe beaucoup, donc on commence vraiment à avoir des conversations, et de se rendre compte qu'il existe aussi en tant qu'individu, lui, quoi, tu vois, au-delà de juste notre enfant et tout. Et ouais, c'est magique. Moi, je trouve que les enfants ont tellement à nous apprendre sur leur capacité à être dans l'instant, quoi. Ouais, c'est sûr. Alors que nous, on est toujours en train de se projeter, tu vois. Tiens, petite question par rapport aux écrans. Ouais. Comment tu fais avec Gaspard ? Qu'est-ce que tu fais Écoute, nous, on a des règles assez précises. Ouais. Il a depuis longtemps un iPad mini, mais qui est bloqué, donc il n'a pas accès à Internet. Il n'a pas accès à Internet, il a accès à seulement... Alors nous, on est très histoire audio. Il est très histoire audio. Ouais. Il adore ça, mais vraiment, là, il y a même Audible et tout, il s'écoute tous les Harry Potter, les trucs. Enfin, bref, il adore ça. Donc ça, c'est illimité, les histoires audio. Et après, pour l'écran, donc la semaine, il n'a pas d'écran. Mercredi, il a le droit à 15 minutes de Switch, donc il joue à Mario, voilà. Donc, tu joues un peu avec lui ou pas ? Ouais. C'est sympa. Ouais, moi j'aime bien, franchement, on joue ensemble. Ouais. Et donc le week-end, il a le droit à 15 minutes par jour. Ouais, donc c'est bien cadré, quoi. Voilà, et après 1 heure d'écran. Alors il y a une super appli pour les parents qui s'appelle Safe Vision. En fait, c'est YouTube bloqué, c'est-à-dire que c'est toi, t'as un mode parent, tu choisis toutes les vidéos auxquelles il a accès. Parce que moi, sur YouTube Kids, j'ai vu des trucs auxquels j'étais pas OK. Et même, il commence à être plus grand, donc en fait, YouTube Kids, ça le gonfle. Mais il est hors de question que je lui laisse accès à tout YouTube, parce qu'on peut tomber sur tout et n'importe quoi. Ouais, c'est sûr. Et là, vraiment, tu peux sélectionner, tu vois, chaîne par chaîne, vidéo par vidéo. Et voilà, donc on est hyper regardant là-dessus, parce qu'on sait, en fait, on est dedans aussi, donc on connaît les dérives. Ouais. Voilà. Ok. On va rentrer, donc, du coup, dans les abysses. C'est le dernier mode. Donc, je descends. Alors, normalement, on a souvent un proche qui fait une petite vidéo pour la personne, mais du coup, comme le proche est avec toi en live, on va j'adore. On va peut-être demander... je vais lui laisser Chloé, ma star. Alors, les petites questions. J'adore. Est-ce qu'on dit qui est Chloé ? Bien sûr. Est-ce que tu veux te présenter ou... Oui. Du coup, Chloé, je suis la talent manager de Léa, son agent au quotidien. Je l'accompagne dans tout ce qui est gestion de ses projets et gestion de ses collaborations. Et du coup, voilà, elle est au sein de notre agence Made In depuis 3 ans maintenant. Et moi, je suis à ses côtés depuis 1 an. Et donc, ça fait 3 ans que vous connaissez, mais que ça fait 1 an que vous êtes vraiment... Ouais, c'est ça. Ok. Ouais. Et oui. Et donc 1 an, juste peut-être tu peux parler de ton métier rapidement, dire ton quotidien, comment ça se passe, pour ceux qui... C'est intéressant, ouais. Oui, complètement. En soi, mon quotidien, il change tout le temps. C'est très compliqué de décrire une journée type dans la vie d'un agent, parce qu'au final, ça varie tout le temps en fonction des événements. Comme ce matin, on peut être en tournage de podcast. Après, je fais aussi plus de la gestion de mails, de collaboration, un peu comme une chef de projet concrètement, qui là est plus en bureau au sein de l'agence. Mais après, on va aussi réfléchir sur de la stratégie de contenu, accompagner les créateurs dans le développement de leurs réseaux sociaux, de leur contenu, tant contenu commercial que contenu organique. Donc vraiment beaucoup de casquettes et hyper intéressant. Et surtout quand on accompagne des profils comme Léa. Et Made In, du coup, tu me disais, donc c'est Follow, c'est le même groupe. Oui, c'est ça. Ouais. Made In qui a rejoint le groupe Follow depuis 1 an, mais Made In existe depuis plus de 10 ans. Ok, trop cool. Donc une agence très... On mettra le lien en description. Trop bien. Ok, trop chouette. Du coup, petite question pour Léa. Alors moi, j'aurais une petite question. Nous deux déjà, on parle de productivité et d'optimisation au quotidien. T'en parles sur tes réseaux, il y a TechCare. Mais je pense que aussi quelque chose de très important dans l'optimisation et la productivité, c'est le fait de déléguer.
je fais partie de ta délégation, justement. Mais je pense que c'est quelque chose de très dur à faire pour beaucoup de gens. Et toi, du coup, quel conseil tu pourrais donner là-dessus pour apprendre à déléguer, ne pas avoir peur, mais bien le faire? Écoute, la Léa d'il y a quelques années n'aurait pas su te répondre parce que, comme je le disais, ça a été quand même très difficile pour moi de sauter le pas. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que je répète ça à longueur de journée pour toutes les femmes que j'accompagne. Ce que je dis souvent, c'est qu'on peut pas être partout, on peut pas tout bien faire tout le temps. Et c'est important d'accepter qu'on ait des zones de génie, des zones de kiff. Et c'est l'exercice que je fais faire. Donc, je le partage, comme ça, ça peut aider ceux qui nous écoutent. Souvent, je leur dis, essayez de faire un mapping de toutes les tâches qui incombent à vos journées, à votre taf, à votre entreprise, etc., à votre rôle. Et essayez de color-coder en fonction de la tâche, à savoir en bleu vos zones de kiff, genre vraiment ce que vous adorez faire, les trucs que vous n'avez pas envie de lâcher. En vert vos zones de génie, c'est-à-dire vous considérez qu'il n'y a pas grand monde qui soit capable de faire mieux que vous. En rouge, les trucs que vous pouvez absolument pas déléguer parce que ça incombe à votre personne. À savoir, moi, par exemple, je pourrais pas déléguer le fait de tourner mes stories ou mes réels. Enfin, je peux pas me mettre un masque ou l'IA n'est pas encore assez effective. Et tout le reste des tâches, souvent, c'est en orange. Et tout ce qui est en orange, ça veut dire que c'est ce que tu peux déléguer. Ensuite, tu te poses 3 questions. Est-ce que j'ai suffisamment confiance pour le faire ? Ça se travaille. Souvent, on dit non, mais ça se travaille. Est-ce que j'ai l'énergie pour transmettre et est-ce que j'ai l'argent et le budget pour le faire ? Et en fait, quand on travaille ça, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut déléguer. Aujourd'hui, pour parler personnellement, j'ai quand même Chloé, qui est mon deuxième cerveau au quotidien. On échange beaucoup. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est hyper important aussi d'avoir des avis extérieurs pour pas être complètement enfermé sur soi et sur ce qu'on pense. Après, j'ai plein d'autres personnes. Je pense à Marie, je pense à Mélanie, je pense à toutes les filles qui travaillent à mes côtés. Et en fait, de savoir que quand tu vas recruter une personne, que ce soit en interne ou même en free, etc., moi, vraiment, ce que j'invite à faire, c'est arrêter de vous concentrer uniquement sur les hard skills, ce qu'on appelle les hard skills, donc les connaissances, les compétences techniques, parce que ça se travaille beaucoup plus facilement que des soft skills, à savoir le savoir-être et les valeurs qui sont importantes pour vous. En fait, savoir manier un tableau Excel, c'est une chose. Par contre, si on n'a pas du tout la même vision du travail, la même vision du travail en équipe, la même vision de ce que c'est l'ambition, d'où est-ce qu'on va, comment on y va, et voilà, ça c'est beaucoup plus compliqué à réajuster avec le temps. Donc parfois je leur dis, mais en fait, vous pouvez aussi vraiment prendre le temps de savoir quelle personne vous avez besoin à vos côtés. Comment est-ce que vous avez envie d'avoir une personne qui réagit face à telle situation ? Et de vous mettre et de vous projeter là-dedans. Et aujourd'hui, c'est un travail que j'ai complètement fait et revu parce que j'ai eu des expériences qui n'étaient pas hyper concluantes en termes de management et de recrutement. Et j'ai appris qu'au-delà d'une compétence, en fait, ce qui était important, c'était vraiment la résonance entre nos valeurs. Il ne s'agit pas de s'entourer que de personnes que tu connais, qui te ressemblent, et voilà. Mais simplement de se dire, OK, on regarde ensemble dans la même direction, on s'apporte les uns aux autres, mais on a des valeurs communes qui sont hyper fortes. Je suis d'accord avec toi. Moi, pour recruter, souvent, je préfère prendre une personne, tu vois, qui a beaucoup moins d'expérience, mais qui est dans une capacité à apprendre, à vouloir apprendre, à être motivé. Parce que j'estime maintenant, tu peux apprendre tellement facilement sur tous les sujets, tu vois, avec toutes les formations, toutes les vidéos YouTube, etc. Puis quelqu'un qui a envie et qui est vraiment, tu vois... Et ouais, c'est sûr. Et tu me parlais de déléguer. Toi, ça fait du coup pas longtemps que tu as eu ce déclic de pouvoir déléguer beaucoup plus facilement. J'ai toujours eu j'ai eu d'abord cette idée, genre l'idée girl boss, d'être hyper entourée, d'avoir une grosse équipe, etc. J'en suis vachement revenue parce que c'est beaucoup de gestion, de management et d'implication qui est normal. Je veux dire, quand tu travailles avec des gens, tu dois t'impliquer. Simplement, c'est ni dans ma zone de kiff, ni dans ma zone de génie, le management. Et je m'en suis rendu compte. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, OK, comment est-ce que je peux déléguer différemment ? Donc, j'ai toujours des personnes en interne, mais j'ai aussi du coup Chloé avec qui je travaille et d'autres filles en freelance qui ont d'autres clients que moi, mais à qui je missionne certaines tâches. Et en fait, là, ce format, il me convient parfaitement parce qu'il me convient, encore une fois, à ma façon de travailler. Et t'as des personnes qui pourraient pas du tout être avec cette incertitude d'avoir des personnes en freelance qui ne sont pas rattachées à ta boîte, etc. Moi, c'est pas du tout mon cas. Voilà, faut apprendre à se connaître. Comment ça se passe toutes les deux, du coup ? Donc Chloé, t'es son agent, du coup ? Enfin, comment tu... Ouais, c'est ça. Et tu la conseilles surtout ? C'est toi qui comment ça se passe, qui gère ses journées, l'organisation, l'organisation, Léa est une personne très organisée, donc là-dessus ça va. Là ça va, mais en soi oui c'est ça, on va discuter de
de tout son planning. Bien sûr, il y a une grosse partie du coup sur tout ce qui est collaboration, que ce soit côté influence ou même d'autres projets autour du podcast, etc., sur lesquels on les accompagne aussi. Mais en fait, on va gérer le planning, moi, je vais discuter en fait en direct avec les marques ou les agences qui nous proposent des projets. Léa n'a pas à gérer toute cette partie. On gère toute la partie légale, facturation, c'est aussi un gros poids. Ça t'enlève de la charge mentale, du coup. Ah, mais ça me change la vie. C'est clair. Ah oui, non, mais j'imagine, ça, c'est sûr. Et après, nous, on se parle en fait toute la journée sur tout ce qu'elle a à faire. Aujourd'hui, il faut qu'on envoie une preview. Tel jour, on a tel déplacement. On fait le planning de la journée. En fait, c'est vraiment l'idée que tu disais dans Deuxième Cerveau, c'est qu'on est vraiment deux et on se dispatche et elle me délègue aussi une charge de toute cette partie plus influence, mais un petit peu autour en fonction des différents projets sur lesquels on peut aussi travailler ensemble. Là, Chloé, c'est toi qui t'occupe de ça et moi après je peux driver quand même le truc de envoyer des to-do. On a des super outils qui font des to-do tout seuls, mais de se faire des rappels, de n'oublie pas de m'envoyer ça. Vraiment. On a vraiment un système qui est mis en place. Tu vois, je parlais de système tout à l'heure, mais vraiment avec Chloé, et c'est pour ça qu'on arrive bien à fonctionner ensemble. Et ça a matché tout de suite parce que en fait, t'étais hyper ouverte sur le fait d'accepter de mettre en place un système qui fonctionne. Et c'est difficile justement quand tu travailles avec des gens à l'extérieur d'avoir quelque chose qui fonctionne même à distance, qui fonctionne tout seul, même quand tu vois, t'as des adaptations à faire. Enfin, on parle de la vie pro, mais t'es aussi quand même en connaissance de beaucoup de choses de la vie perso parce que mon taf fait que, tu vois, là, je vais me faire opérer dans 3 semaines. Toute la vie pro est conciliée autour de tout ça. Donc ouais, c'est vraiment un travail main dans la main pour faire coexister la réalité de la vie et les projets qu'on a envie de mener, quoi. Et Chloé, toi, ça t'arrive de temps en temps de prendre une décision sans même, tu vois, demander à Léa Oui. Je sais pas. Ouais. Non, mais par exemple, pour des interviews, pour des trucs, oui, vraiment. C'était le but aussi, je pense, qu'on recherchait. Enfin, moi, c'est aussi ce que je recherche en tant qu'agence, c'est vraiment avoir une confiance. Et encore une fois, le but de Léa, c'est de déléguer. Et donc, on a franchement très vite appris à se connaître aussi. Et maintenant, pour beaucoup de sujets, j'ai aucun doute. Et je sais que je serai capable de faire des retours sans même demander à Léa. Mais au final, ça lui fera gagner du temps. Et moi, je ne suis pas inquiète sur ma décision. Et bien sûr, si j'ai des doutes sur des sujets ou si je trouve que ça mérite de brainstormer, on en brainstorm. Mais je sais que même si on va avoir des retours de marque, en fait, moi, je vais lui partager les retours en toute transparence, mais dire j'ai déjà dit non à ça. Ouais, ça c'est un bonheur. Et tu vois, j'ai été en agence quand même, je suis en agence depuis des années et c'est vraiment le gros plus pour moi. C'est vraiment que, en fait, ça sert à rien d'avoir juste une personne qui fait la passation d'infos. Tu vois, sinon, je parle directement avec les marques. Ouais, et c'est voilà. sûr. Non, je suis en d'accord. fait, non, Chloé, elle a de la valeur dans sa capacité à vraiment prendre des décisions. J'ai totalement confiance en elle, dans sa vision des choses. Et elle sait que, par exemple. Vous soyez alignés aussi. Oui, des fois, j'ai pas de retour sur un contenu que j'ai produit avec une marque pendant je sais pas combien de temps. Et je sais qu'en fait, c'est parce que Chloé, elle est en train de négocier avec la marque parce qu'il y a des trucs qui sont pas acceptables. Voilà, et on trouve un terrain d'entente et un compromis. Et ensuite, elle me présente le compromis en disant voilà tout ce dont on a discuté. Et ça, c'est un gain de temps et de charge mentale énorme. C'est sûr. Ouais, c'est ça. Mais c'est important, je pense, même pour les gens qui se posent la question sur ce que c'est le métier d'agent, c'est que c'est pas seulement être passe-plat. Le but, c'est vraiment de soulager les créateurs dans toute cette partie qui, en fait, pour la plupart, les créateurs, c'est des créatifs. Et ils n'ont pas forcément cet aspect que ce soit négociation, de tout ce qui est budget, la partie légale, tout ça. Et en fait, on veut vraiment les soulager sur toute cette gestion qui est plus dans l'ombre, que les gens ne voient pas, pour qu'eux, ils puissent se concentrer sur de la création de contenu, mettre en place des projets, et nous, on les accompagne. Agent de créateur de contenu, c'est à peu près le même métier que je pense à 10%, tu vois, à la série, que des agents de comédiens ou autres. Oui, c'est un peu ça. En fait, c'est... Peut-être il y en a, ils sont plus agents d'image, etc. Nous, il y a quand même une grosse partie qui est liée aux collaborations, mais il y a quand même cette partie d'accompagner sur des projets qui sont plus des projets d'image, de développement. Et en soi, même dans 10%, je pense que les personnalités ont aussi des collaborations, c'est juste une autre manière de le faire. Et donc, ils les accompagnent aussi sur ça, en effet. Et juste, si tu veux faire ça, du coup, qu'est-ce que tu recommandes à quelqu'un qui va être agent plus tard Être organisé. Et en termes d'études, il n'y a pas de... Non, je pense pas. Je pense pas. Il faut forcément avoir un attrait pour les réseaux sociaux. Enfin, surtout si on va aller vers la catégorie créateur de contenu. Il faut avoir un attrait pour les réseaux sociaux. Il faut se tenir au courant des tendances.
et tout ça, parce que c'est très important et ça permet justement d'être aussi un apport pour les créateurs, pour les conseillers, on brainstorm sur un contenu qu'on doit rendre pour une marque. Ouais. Mais en fait, si on connaît les tendances, etc., ça permet de dire, tiens, tu peux faire ça. Encore une fois, c'est soulager du coup le créateur dans cette réflexion aussi. Mais je pense pas qu'il y ait d'études particulières pour pouvoir faire ça. Juste avoir très envie, je pense, et être passionné, je pense que ça change beaucoup aussi. Merci beaucoup Chloé. Trop cool d'avoir parlé de ton métier et de votre collaboration toutes les deux. Super intéressant. Et je vous laisse. Merci beaucoup. Du coup, Léa, j'aimerais qu'on parle un peu plus de Take Care. Donc j'ai regardé votre site, trop cool d'ailleurs, vos produits, trop sympa. Je sais pas si tu connais cette marque, une marque américaine, je sais pas si c'est américain d'ailleurs, qui s'appelle Intelligent Change. Ouais, mais c'est ceux du 5 minutes, non ? C'est ceux du 5 minutes, ouais. Bien sûr. Et du coup, franchement, j'ai regardé vos produits, j'ai pas pu voir tout en détail, mais ça a l'air super quali, super intéressant. Et moi, je bosse pas mal. Je sais pas si tu connais le Productivity Planner. Ouais. Et c'est trop cool. Est-ce que tu peux me parler un peu plus de tes produits du coup que tu as chez Take Care? Ouais. Alors Take Care, tu vois, Take Care, c'est parti du coup. Je te dis du média du podcast, donc le podcast Salut ça va. Ça c'est un peu notre communauté. Ensuite, on a dévié sur Excuse-moi, juste Salut ça va. Donc c'est beaucoup d'interviews de femmes entrepreneuses. Ouais. Mais c'est que des entrepreneuses. Hein. Ouais, c'est vraiment c'est que des entrepreneuses. Ouais. Donc on est parti de ce média. On a construit la communauté, donc avec notre compte Insta et tout. Il y a plein de gens qui savent même pas que c'est moi derrière Take Care. D'ailleurs, même le podcast et tout, on me dit c'est toi en fait qui fais Salut ça va. Donc c'est assez marrant. Ouais. Et on a développé des produits, donc à la fois du digital. Donc moi j'accompagne. Donc t'as une app, j'ai vu. Ouais, on a une app qui est une version dématérialisée de notre best-seller, notre produit best-seller, qui était le jeu de cartes. Il est en rupture de stock d'ailleurs, j'ai vu encore. Donc c'est un jeu de cartes de 150 questions. Ouais, c'est cool. 150 questions à se poser à soi ou aux autres. Donc tu vois, c'est pour initier des conversations. Ouais. Même pour soi. Moi ça m'arrive d'en tirer une le matin, tu vois, et je trouve que c'est agréable aussi parfois de se poser des questions plus ou moins deep en fonction. Donc on a décliné en app. Et sinon on propose du coaching digital. Donc c'est des programmes avec des communautés en fait qui se créent, notamment des programmes très ciblés sur des outils. Moi j'utilise un outil qui s'appelle Notion et en fait il y en a qui disent Notion. Voilà, Notion, Notion c'est l'outil qui a un peu changé ma vie. Je l'utilise depuis des années et pratique, du coup j'en ai fait une formation parce qu'on me posait beaucoup de questions, formation très basique sur comment utiliser l'outil, etc. Et en fait de là j'ai créé un programme qui s'appelle le programme structuré, qui est un programme complet pour justement apprendre à faire moins mais mieux et à mettre en place tout ce dont on parle depuis le début de cet épisode, à savoir vraiment créer un système personnalisé pour soi et ne pas juste se dire je vais être organisé, parce qu'en fait tout le monde peut être organisé, mais créer un système qui travaille pour soi avec de l'automatisation, avec vraiment l'idée que on a le droit aussi d'avoir du temps pour faire des choses qui nous font kiffer, pas seulement pour faire ce qu'on a à faire. Et l'important c'est pas de tout faire, c'est de faire ce qui compte. C'est un peu l'idée. Donc on a développé ça, on a une bonne communauté, donc du coup beaucoup de femmes qui nous ont fait confiance et qui ensuite tu vois parlent entre elles et tout. Donc ça c'est la partie communautaire, produits digitaux. On a du coup des retraites, donc tu vois la prochaine et la semaine prochaine sur Paris, et là pendant 4 jours on réunit une vingtaine de femmes, je crois qu'elles sont 22 là, pour donc c'est des femmes qui sont soit entrepreneuses, soit qui ont des postes à responsabilité. Là on est sur la thématique de la productivité de l'organisation. Pendant 4 jours elles vivent ensemble, elles dorment ensemble, elles mangent ensemble. Sympa. Et elles font des ateliers de yoga avec une amie qui est entrepreneuse qui a ses studios de yoga, donc qui a cette double casquette à la fois bien-être et entrepreneuse. Et pendant 4 jours elles vont vraiment être choyées, cocoonées, tu vois. Là, pour le coup, il n'y a plus de charge mentale. C'est-à-dire, on leur dit quand est-ce qu'elles doivent se doucher, manger, dormir, et vraiment se laisser porter pour justement laisser émerger aussi des connexions entre elles et se dire qu'elles ne sont pas seules, que dans notre quotidien d'entrepreneur aussi, on est souvent seules. Donc là, j'adore ces moments-là. Il y a une vraie solidarité, tu vois, avec... C'est incroyable. Il y a des filles de la première édition de la retraite, parce que là, c'est la 5e, je crois, édition. Première édition de la retraite, elles se font encore des e-cafés, genre elles se font des meets, tu vois, pour prendre de leurs nouvelles. D'avoir des synergies, j'imagine qu'elles doivent faire un peu de business entre elles. Et puis des métiers mais complètement différents. Là tu vois j'ai regardé les profils, on a une avocate, on a une ingénieure, on a une femme qui travaille dans la sécurité défense, c'est hyper varié, donc c'est vachement intéressant. J'allais te dire pourquoi que des femmes, mais en fait c'est trop cool d'avoir une solidarité féminine sur ouais et puis il y a aussi des problématiques, tu vois, dont on parlait, qui sont aussi très attraits au fait que ce sont des femmes, etc. Et puis même pour que ce soit un lieu aussi safe pour elles, qu'elles se sentent bien. Donc en fait toutes nos intervenants sont des femmes et c'est super. Et enfin les produits physiques, c'est
un peu l'idée d'apporter un peu de take-care dans leur quotidien. Tu vois, on a nos best-sellers, donc je te disais le jeu de cartes, et on a aussi une page un jour, où en fait, moi, quand j'ai voulu me mettre au journaling, j'avais ce truc de la page blanche. En fait, des fois, j'étais là, putain, je sais pas quoi écrire, c'est un peu, voilà, un peu dur. Et donc, on a créé un journal sur 365 jours avec une question qui change chaque jour. Et l'idée, c'est de pouvoir être guidé, en fait, dans justement cette écriture. C'est sûr que c'est pas évident, ouais. Je pense que quand tu t'y mets, tu sais pas trop quoi écrire, etc. Des fois, t'es face à ta feuille. Et c'est quoi comme type de questions, par exemple Ça peut être des trucs pro, très. Perso, non, c'est pas trop pro. C'est parce que ça, là, pour le coup, ça, tu vois, ça a vocation à toucher tout le monde. Ça peut être, je sais pas, quelle est la dernière personne avec qui tu as eu une conversation intéressante et qu'est-ce que c'était. Enfin, tu vois, voilà. Et puis on a des objets plus du quotidien. Tu vois, des petits planeurs pour préparer tes menus de la semaine, pour préparer ta semaine, etc. Enfin, voilà, dans le côté organisation. Ça a l'air très sympa, franchement, même la DA, tout est trop mignon. Écoute, j'ai vraiment ce côté un peu communautaire, tu vois. On m'a dit, ouais, tu veux pas faire des petites tenues pour quand on télétravaille à la maison et tout. Et je trouvais ça excellent. Donc, ouais, écoute, on pense à plein de trucs. C'est très sympa. Et voilà, là, le gros projet pour te teaser un truc dont je n'ai pas du tout parlé d'ailleurs, c'est j'aimerais traduire le système et la méthode que j'ai développée en un objet. Et donc, c'est un vrai challenge casse-tête. Voilà, on est là-dessus. C'est un beau défi. Ouais. Et du coup, t'as trouvé plus ou moins l'objet, etc. C'est sur la fin non, on n'est pas sur la fin du tout. On est plutôt sur les débuts. On brainstorm beaucoup. L'idée, c'est pas de sortir un énième planeur ou un énième agenda. Je veux vraiment que les filles puissent constituer un objet qui leur ressemble. Et donc, ça veut dire beaucoup de personnalisation. Et donc, dès qu'on fait de la personnalisation en termes d'objets, c'est une vraie logistique. Donc, voilà, ça se réfléchit. Et c'est très cool. Et moi, ça m'a beaucoup parlé parce qu'il y a 8 ans, je voulais sortir un bullet journal mais axé planeur, tu vois. Et donc du coup je l'ai jamais fait au final, mais ça me parlait beaucoup. Et je trouvais franchement que ta marque était très sympa. Merci. Et ouais, franchement je connais bien le sujet, etc. Je connais pas mal de marques, surtout internationales qui proposent ça. Il y a pas beaucoup de français. Il n'y en a pas beaucoup. C'est ça. Et nous c'est très chouette d'avoir des produits français. Ouais, puis on essaie vraiment, tu vois, de tout faire imprimer en Europe et tout. C'est cool. Voilà, pour que ça reste local. Donc on s'amuse bien. Et ça t'est venu d'où, cette appétence du coup d'organisation ? Est-ce que tu as toujours été organisée ? Comment c'est ? J'ai toujours été, tu vois, j'ai été déléguée de classe toute ma vie, c'est-à-dire toutes les années. Et la seule année où j'ai pas voulu le faire, on a quand même voté pour moi. Ça fait très genre syndrome du personnage principal quand je dis ça, mais ma phobie. Mais non, en réalité, en fait, j'ai toujours eu ce truc-là un peu de pas avoir peur de dire les choses. J'étais conseillère déléguée du conseil des lycéens et tout, j'organisais toujours des trucs pas possibles. Enfin, j'ai toujours eu ce truc-là, en fait, d'aimer avoir des responsabilités et tout. Je pense que ça... Enfin, bon, après, quand tu fais un peu de thérapie, tu te rends compte que c'est un peu une forme de carence affective où tu as envie d'être toujours apprécié des autres, mais je me soigne. Et justement, le fait d'aider les autres, ça aide une partie de toi-même. Ah oui, c'est sûr. C'est sûr. Tu fais rarement... on fait rarement les choses sans intérêt. C'est toujours gratifiant d'aider les autres. Voilà. Mais c'est pas négatif. Non, ça fait... Voilà, ça fait partie de la nature humaine, il faut être juste au clair avec ça. Même si un petit ego boost ou autre. Oui, il faut juste être au clair et tout. Mais oui, j'ai toujours eu ce truc-là, tu vois, j'adorais organiser des anniversaires surprises, j'ai toujours été comme ça. Et en fait, ça s'est aggravé avec la réalité de la vie, quoi. À savoir, quand t'as multicasquette, tu deviens maman, t'as beaucoup de choses à gérer, en fait, naturellement, c'est un soutien. Il faut que ce soit un soutien à l'organisation. Ouais, c'est sûr. Et tu gères bien, du coup, tu me disais, surtout avec ton fils, take care. Écoute, franchement, j'ai un planning. Après, les gens. T'es très organisé en perso aussi, c'est terrible. Ouais, là, si je te montre mon planning, il y a beaucoup de gens qui trouvent ça terrible. Je reçois des messages en disant, mais c'est horrible, on laisse plus place à la spontanéité et tout. Mais en fait, ce que j'explique souvent, c'est que pour moi, si je me dis juste c'est spontané et on verra ce que la vie me réserve, je sais que je me fais passer toujours en dernier parce qu'en fait c'est jamais la priorité. Alors que là, quand je prends le temps de vraiment planifier mon agenda heure par heure, quand tu vois mon agenda, t'as tous les trajets, t'as tous les temps de en famille, etc. Mais parce qu'en fait, je veux que ces moments existent et quand ils apparaissent pas, en fait t'as toujours des priorités, t'as toujours des trucs, des urgences que tu viens placer. Alors qu'en fait non, à partir du moment où c'est booké, c'est comme un rendez-vous chez le médecin. Je vais pas l'annuler au dernier moment. Donc non, je suis très 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 planning, très feuille de route, très voilà. Mais je déteins sur mon mec en plus qui commence à être comme moi. On a un agenda partagé de la famille avec toutes les infos dedans. Nous, on le fait aussi, mais ça c'est pratique. Tu vois, même sur l'iPhone, tu vois, calendar, tu peux partager le truc. Bien sûr.
plugué à Google Agenda. Moi, j'ai un agenda par domaine de vie qui est color-codé, et tu verrais mon agenda, c'est une mosaïque de couleurs. Et tu mets du coup les temps libres que tu passes par exemple avec ton enfant, ou etc. Tu notes tous les trucs. Je note tous les trajets, tu vois, par exemple, parce que ça, typiquement, en fait, on dit ouais, mais pourquoi ça sert à quoi et tout. Mais en fait, si tu ne les notes pas, en fait, tu te retrouves, tu as 2 rendez-vous qui se chevauchent, ils sont à 30 minutes de route, puis en fait, tu te retrouves en galère. En fait, j'aime pas, moi, être surprise par ce genre de truc. C'est comme quand je me dis, ah tiens, faut que je me rappelle de ça. Jamais je fais ça. J'ai toujours mon téléphone, je mets une alarme pour tout. Pensez à prendre la gourde parce que mon fils a une sortie scolaire. Mais crois-moi que je vais y penser demain matin. Pas du tout. Je me mets une alarme parce que je sais que je vais pas y penser, qu'après je vais être vénère contre moi, que voilà. Avant, je me mettais des croix sur mes mains en me disant, il faut que je pense à quelque chose. Sauf que j'avais la croix et j'étais là, je sais plus à quoi je dois penser. Donc non, je me mets des alarmes pour tout. Et oui, je me mets des fois des temps genre parc après l'école, parce que je sais que comme ça, je mets aucun rendez-vous, j'ai pas d'appel, je suis en mode avion, c'est un temps qu'on prend ensemble. Voilà. Et ça veut pas dire que si mon fils, à un moment donné, il me dit, maman, là, j'ai envie que ça déborde de 30 minutes, ou au contraire, j'ai envie d'être tranquille dans ma chambre, je vais pas lui dire, non, là, sur le planning, on a 1 heure. Non, en fait, la flexibilité, l'adaptation en permanence, c'est sûr. Et t'as des tips un peu, du coup, à donner en termes d'organisation, ou des outils, comment toi tu t'organises, je sais pas, la to-do, qu'est-ce que tu utilises, comment tu utilises tes produits Écoute, moi, ce que je dis souvent, c'est qu'un bon système, c'est un système où il n'y a pas 50 outils, où tu ne dois pas répéter l'information, c'est-à-dire si tu as une to-do sur ton téléphone, une dans un carnet, une sur ton ordi, etc., et que ça ne communique pas entre, c'est l'enfer, parce qu'en fait, pour peu que tu manques une information, c'est très chronophage. Souvent, je dis, ayez, tu vois, j'en parle beaucoup, donc le programme que j'ai sorti, il est vraiment axé autour de tout ça, c'est de vous trouver 3 outils qui communiquent entre eux. Okay. Un outil qui est votre cerveau, c'est-à-dire c'est un outil qui vous permet d'avoir toutes vos bases de données, vos projets à venir, etc. Un outil qui est votre agenda, donc vraiment qui vous permet de gérer vos emplois du temps, votre bloc de temps, etc. Et un outil qui est votre to-do list. Moi, j'utilise Google Calendar et Google Task parce qu'en fait, ce que je trouve génial, c'est que je peux implémenter mes tâches dans mes blocs de temps et les faire glisser. Et en fait, ça me permet d'avoir une visibilité. Surtout, c'est interconnecté entre tous les outils. Moi, je fais des automatisations qui font qu'à chaque fois que Chloé, par exemple, a quelque chose à m'assigner, automatiquement, ça remonte dans ma to-do, etc. Et je sais que j'ai pas 50 endroits à aller consulter quand je veux savoir ce que j'ai à faire. Donc, n'hésitez pas à vous créer un système comme ça qui communique entre eux. Et puis, dans vos emplois du temps, laissez de la marge. Moi, je laisse 20% de vide et 20% de plus de temps à chaque fois parce que tu sais pas de comment la vie s'articule, et en fait, courir après le temps et tout, ça peut être épuisant. Donc, n'ayez pas peur de laisser aussi du blanc, quoi. Voilà. Et ton fils, il te voit comme quelqu'un de très organisé. Bon, après, quand t'as 7 ans... Ouais, pas forcément compte, c'est ta norme, mais... Je pense je le vois sur certains trucs, il est très méthodique et tout, il est très une place pour chaque chose et tout, ça c'est un truc... Ouais, c'est vrai. Ouais, mais je pense que c'est par mimétisme, les enfants ils apprennent vachement par mimétisme, t'as beau leur dire tout ce que tu veux, si tu fais tout le contraire au quotidien, il y a très peu de chances que ça fonctionne. Ouais. Donc tu vois, sur le rangement et tout, mon mari est devenu comme par ça. Ouais, c'est clair. Nous on a vachement, on est dans une éducation qui est pas du tout répressive, tu vois, on punit pas, on crie pas, on tape pas, c'est terrible de le préciser, mais c'est encore beaucoup le cas. Et par contre, ça passe aussi par en fait, dans la vie, quand tu fais quelque chose, ça a des conséquences, et donc du coup, acte conséquence. Pas besoin de passer par tu vois, des trucs de répression, mais en fait, tu te rends compte qu'au quotidien, du coup, lui, il se crée ses propres systèmes, quoi. Il me fait trop rire, ses dessins, tu vois, il a les feuilles vierges, les feuilles en cours d'utilisation, les feuilles de... Bien, et en fait, tu te rends compte que c'est vachement clair dans sa tête, donc c'est cool si ça lui convient. Et pour ton petit, pour Gaspard, s'il y avait 3 synonymes qu'il choisirait pour toi, ce serait quoi, ce qui est important pour toi? Tu veux dire la façon dont il me voit? Ouais, s'il devait choisir 3 mots qui te définiraient, ce que t'aimerais qu'il choisisse par rapport à ton éducation plus tard, etc. Écoute, j'espère qu'il se sentirait écouté, ça c'est hyper important, considéré, voilà. Respecté aussi dans son intégrité physique, morale. Tu vois, nous on a toujours été hyper autour du consentement, etc. Mais même avec lui, en fait, je me rends compte qu'aujourd'hui, il est en capacité de me dire non maman, j'ai pas envie que tu me fasses de bisous, j'ai pas envie que tu me fasses de câlins. Et lui-même, du coup, il comprend. Et en fait, ça commence très tôt. On croit que les enfants captent pas les choses, mais en fait, ça commence très très tôt. Donc voilà, considérer. Et puis j'espère qu'il y aura un peu d'humour et de fun aussi, parce que
parce que c'est ce qu'on essaie d'insuffler au quotidien. On rigole beaucoup, il est très espiègle parce que voilà, avec son père, ils sont très comme ça. Moi, souvent, je les vois, j'ai l'impression que c'est des frères, quoi. Ils sont tout mignon. Le temps en train de se chercher ce truc. Mon mari, il a eu 3 frères et tu vois, je pense qu'il y a ce truc-là. Donc ouais, je pense que ce serait réussi s'il se sentait lui-même sans aucun jugement de notre part. Ce serait réussi, ouais. Et j'avais une dernière question. Si t'avais pas eu les réseaux quand t'étais plus jeune, YouTube, etc., tu sais quel choix de vie t'aurais choisi Moi, je voulais être juge pour enfants. À la base, ouais. À la base. Très jeune ? Ouais, très très jeune. J'ai toujours eu un truc avec les enfants, donc je pense que je ferai un truc avec les enfants. Ouais. Rien à voir avec les réseaux. Tu vois, je pense que si j'avais pas les réseaux sociaux pour mon activité, j'aurais même pas les réseaux perso. Souvent, je me le dis, bon, voilà, mais du coup, je pense que je partirais dans complètement autre chose. J'ai toujours aimé être entourée d'enfants et je pense qu'il y a un très, très, très gros travail à faire dans notre pays encore sur la protection de l'enfance, beaucoup. Mais je sais pas si j'aurais les épaules émotionnellement, mais... De pas éponger, ouais, ça doit pas être... Ouais, c'est évident, hyper compliqué, mais je pense que j'aurais envie de m'investir autour de tout ça. Si je faisais quelque chose de complètement différent de ce que je fais aujourd'hui, tu vois, je pense que je me serais dirigée vers des trucs comme ça. Donc voilà, après l'avenir nous le dira. Hein. Ouais. Ok, génial. Léa, c'était super intéressant. Bah merci beaucoup, c'était un plaisir. On va mettre le lien de Take Care. Allez-y, franchement, je vais te prendre aussi des petits journaux. Avec plaisir, tu me dis, je t'envoie. Avec plaisir. Non, franchement, trop cool et super intéressant. On a parlé de tout. L'épisode de la dépression, c'était super inspirant, intéressant. J'espère que ça aidera aussi d'autres personnes qui sont dans cette phase-là. Et en tout cas, on te souhaite quoi ? J'aime bien demander ça à la fin. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour l'avenir ? On me souhaite d'avoir toujours cet objectif de sérénité et de paix. Voilà, ça passe par pas forcément une vie épurée, hein, mais parce que c'est bien rempli et que ça me plaît, mais de garder en tête qu'à la fin de la journée, quand je m'endors sur mes 2 oreilles et que je me sens bien, ça me suffit. Et c'est aussi parce que du coup tout le reste est équilibré, et donc que la famille ça va, que le boulot ça va, et que voilà, on peut me souhaiter une forme de sérénité. Pour l'instant, l'équilibre justement entre le perso et le pro, tu gères bien, t'en es fier actuellement? Non, franchement, écoute, je pense que je suis vraiment une période de ma vie où j'ai trouvé trop cool. cet équilibre, et il faut accepter parfois de passer, tu vois, par des bascules. Ouais, c'est sûr, t'es obligé. Ouais. Mais non, là, je crois que je peux te dire que je suis sereine et voilà, que ça dure. Je peux me souhaiter que ça dure. Bon, génial. Bon, on te souhaite que ça dure alors. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Léa. À bientôt. Salut, ciao. Salut. Merci de nous avoir écoutés. Retrouvez le Deep Dive tous les jeudis sur notre chaîne YouTube et sur les plateformes d'écoute Spotify, Deezer, Apple Podcasts et Amazon Music. Pensez à vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. D'ici là, prenez soin de vous et à la prochaine.